Mesdames, Messieurs, chers participants, la télévision panafricaine C360 se dit très honorée par votre mobilisation effective ce matin pour prendre part à ce premier grande émission grand public, le Grand Miroir, qui est une émission mensuelle. Je vais donc remercier toutes les structures associatives qui ont pris part ce matin. Je n'oublierai pas la CNAVC, le MEPAP, le RISA, la PJP, sans oublier aussi les chefs coutumiers qui ont effectué le déplacement, les invités en qualité et rang respectifs qui ont honoré le rendez-vous ce matin. Merci pour votre présence. Alors, vous l'avez constaté, je ne suis pas seul. L'émission sera présentée avec mon confrère, Serge Magloire Dabira. Bonjour. Bonjour, Simon Ouessou. Mesdames, Messieurs, bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce jour à la mairie centrale de Ouagadougou pour participer à ce grand rendez-vous, le Grand Miroir, rendez-vous mensuel d'information des faits majeurs de l'actualité voulu par la C360. Eh bien, avec mon confrère Simon Ouessou et l'invité du jour, aujourd'hui, nous allons poser la question sur la Confédération des États du Sahel. Quel enjeu, quel défi et quelle perspective? Et cette émission, mesdames, messieurs, s'articulera autour de trois grands axes. Effectivement, trois grands axes. Et le premier, d'ailleurs, ça nous permettra de découvrir notre invité d'aujourd'hui, même si vous le connaissez, vous l'avez côtoyé plusieurs fois, mais il y a certainement des aspects que vous ne maîtrisez pas de lui. Le premier axe nous permettra donc, à travers un petit portrait que nous propose la rédaction, de savoir qui est l'homme. Et la deuxième partie, ce sera la partie entretien avec Serge Magloire Dabira. Il va poser des questions très pertinentes à notre invité. La troisième partie, qui est sans filtre, ce sera donc un échange direct entre vous qui êtes venus ce matin et donc notre invité. Vous aurez la chance de lui poser vos différentes questions et lui également, son langue de bois, va répondre à ces différentes questions. Alors, je le disais, même si vous connaissez notre invité du jour, je m'en voudrais de ne pas poser la question. Alors, Serge Magloire Dabira, c'est qui notre invité d'aujourd'hui? Alors, Simon Ouessou, entre notre invité du jour et les confédérations, c'est décidément une histoire d'amour. Il fut le secrétaire général de la Confédération générale du travail du Burkina, la CGTB, puis ministre en charge de la fonction publique, ministre d'État, et aujourd'hui, il est le président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel, M. Bassolman Bazé. Son portrait, c'est dans cet élément qui porte la signature de Abdou Karim Bouanda. Depuis quand le chef de l'État a fait un discours à 23h30? 23h30, là, qui est là pour suivre ça? Les gens dormaient, non? Ça veut dire que ça ne va pas. Né le 31 décembre 1970 à Koulkoundi, dans la province du Sangué, région du centre-ouest du Burkina Faso, Bassolman Bazé est un homme politique burkinabé. Le général, comme on l'appelle affectueusement, débute ses études primaires en 1978 jusqu'à l'obtention du baccalauréat en juillet 1995 à Bobo-Dioulasso en autodidacte. À partir de 1995, il est inscrit pour ses études supérieures en faculté de chimie, biochimie, biologie et géologie à l'université de Ouagadougou, aujourd'hui Université Joseph Kizerbo. Bassolman Bazé, c'est un parcours atypique. En 1999, il obtient une licence en chimie, biochimie, biologie et géologie. En 2001, il décroche une maîtrise en géologie fondamentale et appliquée. Bassolman Bazé ne s'arrête pas là. En 2006, il décroche une maîtrise en psychologie sociale et du travail. En 2007, il obtient le diplôme d'études supérieures spécialisées d'ES en technologie de l'environnement, option ministère. En 2012, il décroche un Master 2 en management des organisations et des relations du travail. Pour sa carrière professionnelle, Bassolman Bazé rentre dans la fonction publique en février 2001 en tant que professeur des sciences de la vie et de la terre dans les lycées et collèges du Burkina. Il enseignera cette discipline au lycée Diaba Lompo de Fada Ngourma, au collège d'enseignement général de Cordier, au lycée départemental de Tenado, au lycée Marienne Gouabi à Ouagadougou, puis au lycée Philippe Zenda Kaboré. En tant que professeur certifié, Bassolman Bazé rendra sa démission de la fonction publique en 2021 alors qu'il venait d'être affecté à la direction régionale du centre du ministère de l'Éducation nationale. Parcours syndical, il faut dire que l'engagement sans faille de Bassolman Bazé dans les luttes syndicales, la défense des causes justes, de la bonne gouvernance, de la veuve et de l'orphelin lui ont valu sa grande renommée.
Le général débute sa lutte syndicale en 1996 au sein de l'Union générale des étudiants burkinabés dans sa section ANEB de Ouagadougou. Il a aussi dirigé le club des étudiants géologues du Burkina SEGEB dans le département de géologie à la faculté des sciences et techniques FAST de 1999 à 2000. Il est élu secrétaire général du comité F-Center du Gourmand de 2002 à 2005. De 2006 à 2013, il est élu deuxième secrétaire général confédéral de la Confédération générale des travailleurs du Burkina CGTB. Le samedi 30 novembre 2013, il est élu secrétaire général confédéral de la CGTB. En cette qualité, il a conduit plusieurs marches contre la vie chère dans le pays. Il a à ce titre conduit la présidence du mois des centrales syndicales du Burkina et partant, le porte-parole de l'unité d'action syndicale UAS et a géré la rencontre au gouvernement syndicat de 2015 malgré qu'il était en deuil suite à la perte de son petit frère. À ce poste, Bassolman Bazié se distingue très rapidement par son engagement pour la bonne gouvernance, mais pas seulement, la défense des intérêts des travailleurs est aussi le cœur de son combat. En 2015, il participe à la résistance historique du peuple face au putsch mené par le général Gilbert Diendéré et ses hommes contre la transition de Michel Kafando. La carrière politique de Bassolman Bazié commence en 2022. Après le coup d'État du 24 janvier, il est nommé ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale au gouvernement de transition sous le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Très perspicace, il est reconduit ministre d'État au même poste dans le gouvernement de Maître Apollinaire Kelem de Tambela suite au coup d'État du 30 septembre 2022 sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. Le passage de Bassolman Bazié au gouvernement est marqué par d'importantes réformes aussi bien au sein du ministère de la fonction publique que dans la vie des fonctionnaires. On n'oublie pas aussi son passage retentissant à la tribune officielle de l'ONU lors de la 78e Assemblée générale en septembre 2023. Le général Bassolman Bazié quittera son fauteuil de ministre d'État en décembre 2024 après la dissolution du gouvernement de Maître Apollinaire Kelem de Tambela. Mais très vite, le président du Faso, à travers un décret, le nomme à un poste stratégique, président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel AESA. Vous avez vu un bout de reportage faisant un peu votre parcours. Alors, un commentaire particulier? Un commentaire particulier par rapport à ce qui s'est passé. Permettez-moi de m'incliner sur la mémoire de nos devanciers qui nous ont éduqués, qui nous ont forgés, qui ont tenu des missions louables pour que le pays puisse rester debout. Et je pense que quand la communauté vous éduque, c'est pour vous mettre au service de la même communauté, au service de la société. Donc, ce qui a été présenté, si ce sont des acquis, tant mieux. Le plus méritant, c'est pas moi, c'est l'ensemble des composants de la société dont vous. Donc, je tiens sincèrement à signifier ma reconnaissance à l'ensemble du peuple burkinabé qui m'a toujours accompagné, à toutes les forces vives qui m'ont toujours accompagné, et bien sûr, les différentes familles qui ont mis la main à la pâte à faire en sorte que Bassolman puisse être un produit social utile à tout le monde. Donc, dans le même sens, je les invite une fois de plus à m'accompagner afin de renforcer ces acquis au profit de notre société. Au profit de notre société, voilà qui est bien dit. Alors, monsieur Bassolman Bazié, vous avez été nommé par décret pris par le président du Faso le 9 décembre 2024 et installé officiellement dans vos fonctions de président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel le 13 janvier 2025. D'emblée, dites-nous, président, comment se porte le Burkinabé dans cette confédération de l'Alliance des États du Sahel? Merci bien. Une fois de plus, je tiens à saluer la mémoire de l'ensemble de nos pères panafricanistes. Permettez que je cite Sourama Mangou et Amani Diori du Niger, et Modibo Keïta du Mali, et Thomas Sankara et Wezen Koulibaly du Burkina Faso, et bien d'autres leaders panafricains qui se sont sacrifiés pour que l'Afrique puisse avoir une stature, une image de dignité et d'honneur. Comment se comporte le citoyen burkinabé, excusez-moi, dans cet espace confédéral? Je prends seulement quelques exemples pour indiquer l'état
dans lequel se retrouve le citoyen. Le premier élément, c'est de féliciter les trois pères qui tiennent très bien, de façon très haute, le combat pour la conquête de la souveraineté, du progrès social véritable de l'ensemble des peuples africains, que j'ai nommé le chef de l'État burkinabé, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, le chef de l'État du Mali, le général Assimi Goïta, et évidemment le général Tchani Abdourahmane du Niger. Et vous savez très bien que suite à leur rencontre précisément au Mali, le 17 septembre, le 16 septembre 2023, qui a permis, à travers l'analyse des textes de Liptako Gourma, d'annoncer la mise en place de l'Alliance des États du Sahel. Mais également leur rencontre au Niger le 6 juillet 2024, permettant officiellement la création de la Confédération des États du Sahel. Mais aussi leur sortie historique le 28 janvier 2024, stipulant clairement la sortie des pays de la CEDEAO, mais aussi mettre en garde quiconque va attaquer le Niger. C'est comme s'il a fait une déclaration de guerre aux deux autres pays. Et à l'issue de ça, vous avez vu un passeport unique qui a été mis en place, qui concerne également le citoyen burkinabé. C'est un très grand atout. Le deuxième élément, il y a eu une force unifiée conjointe militaire qui est mise en place. Ça permet de séréniser notre combat et d'avancer sur tous les fronts. Le troisième élément qui est très prépondérant, vous avez vu une rencontre qui vient de définir la mise en place d'une radio commune qui va porter la voix de l'ensemble de ces pays. Le quatrième élément que je pourrais citer, vous avez vu la manifestation du 28 janvier dans notre pays qui indique que les peuples soutiennent et prennent en charge l'avancée notable vers cette souveraineté. Et le dernier exemple, c'est ce qui vient de se passer tout récemment, le 30 avril, à travers le monde, pour indiquer que véritablement nous sommes sur la bonne voie et que quiconque va prendre des positions de s'en prendre à un de ses leaders, il va trouver l'ensemble des peuples du monde épris de souveraineté, de justice, de normes. Donc, s'ils n'étaient pas bien portants dans cette situation, on n'allait pas vivre ces moments élogieux. Alors, on va y revenir. À vous entendre parler, le Burkinabé se sent à l'aise, très bien à l'aise, dans la Confédération des États du Sahel. Alors, les trois pays ont quitté officiellement la CEDEAO le 29 janvier 2025. Alors, quel avantage comparatif faites-vous entre le Burkina Faso d'hier appartenant à la CEDEAO et celui d'aujourd'hui appartenant à l'AES? Et avantage comparatif, c'est d'abord saluer une fois de plus la mémoire des pères fondateurs qui ont vu juste et qui ont estimé que les peuples isolés allaient être des proies faciles à tous ceux qui ont mis nos vies, notre dignité pendant la période d'esclavage et autres la sous-boisson. Et de ce point de vue, je pense qu'ils se sont sacrifiés pour, en 1975, aller à la mise en place de la CEDEAO pour permettre aux peuples africains de vivre de façon libre et digne. Malheureusement, le contenu des textes et les pratiques de tous ceux qui sont venus les remplacer après ont été noyautés, utilisés contre les mêmes peuples. Vous avez vu des décisions assez lapidaires de fermeture de frontières allant contre les intérêts des peuples maliens, burkinabés et nigériens, induisant même des questions de mort de façon au niveau des hôpitaux, liées au fait que les produits même médicaux ne pouvaient pas parvenir à ces différents pays. Donc, de ce point de vue, l'AES n'a pas été créée contre un peuple dans le monde. C'est une fois de plus saluer l'engagement et l'accompagnement de l'ensemble de ces peuples du monde qui s'engagent fermement auprès de ces peuples, l'espace AES, dans la conquête ferme de leur souveraineté pour le meilleur être, pour l'honneur, la dignité et l'intégrité. Donc, des avantages comparatifs qui pourraient être cités ne veut pas dire que les peuples sur l'espace AES se présentent comme des peuples supérieurs aux autres peuples. Voilà pourquoi je fais ce rappel. Et même si on faisait des référendums dans ces différents pays qui ne sont pas encore de l'AES, c'est clair que les peuples allaient se positionner pour l'adhésion de ces différents peuples-là à l'AES, de ces différents pays à l'AES. Les guéguerres qui sont au niveau politique, j'allais dire présidentiel, parce que ces gens ne sont pas libres, sont noyautés de l'extérieur et orientés autrement, ne nous engagent pas. Donc, en avantage comparatif, vous voyez très bien que dans notre pays, tous ceux qui disaient qu'on ne pouvait pas se défendre en dehors des forces étrangères, ils ont menti devant l'histoire. Depuis que ces forces étrangères ont quitté notre pays, nous luttons de façon très efficace contre
L'armée monte de plus en plus en tout à fait, puissance, la des stabilité territoires, se renforce. Également, en termes de libre circulation, vous voyez que nous sommes en train de nous battre afin que le Malien, qu'il soit au Burkina, qu'il soit au Mali, se retrouve également chez lui. Il n'y a pas à dire qu'il est malien, il n'est pas burkinabé, ainsi de suite. Ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, si véritablement il n'y avait pas d'avantage comparatif assez élogieux, la solidarité que nous avons eue de ces différents peuples à la sortie du 30 avril n'allait pas être un élément assez pointu et assez vérifié à travers la mobilisation mondiale en termes de solidarité. Donc voilà un certain nombre d'exemples que je cite pour dire que en termes d'avantages, comparativement à ce qu'on vivait sous l'angle de la CEDEAO, où les décisions étaient prises de l'autre côté de la mer pour nous les imposer, vous voyez que le choix de partenariat, la question d'achat des armes, la question de développement de projets ferroviaires et même d'autoroutes, la question de mettre en place des banques, un fonds autonome de gestion au niveau de l'espace AES, et même les réserves en or que nous sommes en train de constituer, etc., indiquent que nos pays se portent de plus en plus bien. Et voilà pourquoi les peuples ne tardent pas à se poser la question, où étaient ces présidents? Pourquoi ils viennent aussi tardivement que ça? Donc, nous pouvons que nous mettre à genoux et implorer les membres des ancêtres de fortifier la solidarité entre l'ensemble de ces peuples pour protéger ces joyaux que sont ces trois chefs d'État afin qu'on aille plus loin, parce que la lutte sera longue. Alors, Monsieur le Président, on va rester sur la question de la CEDEAO. Je l'ai dit tantôt, c'est depuis le 29 janvier 2025 que l'AES a décidé de partir définitivement. Pour le compte de l'AES, le ministre en charge des Affaires étrangères de la République du Mali, Abdel Diop, qui a été désigné pour mener les négociations avec la CEDEAO. Que peut-on retenir des points saillants justement de ces négociations à ce jour? D'abord, il faut dire que je tiens à féliciter l'ensemble des trois répondants de la diplomatie de ces trois pays pour leur engagement, leur détermination et la mise en œuvre de façon conséquente des orientations données par les trois chefs d'État. Et vous savez très bien, dans toute négociation, toute approche, c'est pas tout qui peut être mis au dehors, dans la mesure où on le dit d'habitude, les murs ont des oreilles. Mais c'est pour vous dire que, en prenant tout simplement trois exemples, le premier exemple, vous savez très bien que au niveau de la CEDEAO, au niveau de ces instances, il y a des représentants de ces trois pays, les travailleurs qui représentent le Burkina, le Mali et le Niger au sein de la CEDEAO. Ce sont des contrats qui lient ces travailleurs, nos frères qui y étaient, avec ces institutions. Et il y a des bonnes raisons d'apprécier la rupture de ces contrats, dans quels termes et dans quel sens il faut véritablement aller. Le deuxième élément, vous savez très bien que cette CEDEAO avait des représentations dans chaque pays. Et ces représentations, dès lors que c'est une institution diplomatique qui était là, il faut voir comment il faut prendre des dispositions pour mettre fin à l'ensemble de ces processus. Le troisième élément, comme je l'ai dit tantôt, l'espace AES n'est pas un espace clos. À dire que les autres frères et sœurs des autres pays qui sont de la CEDEAO, ils sont pas chez eux. C'est pas notre vision. Les trois chefs d'État ont toujours dit que l'espace AES est ouvert à l'ensemble des peuples du monde. Donc, de ce point de vue, il y a aussi à analyser, dans la libre circulation des biens et des peuples, quelles sont les voies qu'il faille prendre pour ne pas enfreindre, en tout cas aux intérêts des différents peuples qui sont toujours de la CEDEAO. Alors, Monsieur le Président, vous avez parlé tantôt du 30 avril. On va en parler de suite. Alors, les trois chefs d'État de l'AES sont adulés aujourd'hui par la jeunesse africaine. Alors, on a vu le 30 avril à côté, la vague de soutien au président du Faso. Alors, qu'est-ce qui explique cela selon vous? Pourquoi autant d'admiration de ces chefs d'État au niveau mondial? Et d'abord, il faut, en commençant par notre chef d'État, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, on ne peut pas avoir de l'admiration face à quelqu'un qui a décidé de mettre sa jeunesse dans un fourneau de braise, sacrifier toute sa jeunesse pour la défense d'un peuple. Ils sont combien à pouvoir le faire? Il faut oser pour le faire. Le deuxième élément, il faut comprendre que ce n'est pas leur personnalité en tant qu'homme seulement qui soit admirée. C'est le courage, le chemin pris, qui est le chemin de la conquête de la souveraineté, de la liberté, de l'intégrité, de l'honneur. À savoir,
le chemin qui a été correctement tracé par les dévanciers aussi qui ont sacrifié leur vie. Les peuples africains attendaient ça depuis longtemps. Exactement. Le troisième élément, il faut mesurer ce qui nous attend tous. Dans la mesure où, après l'esclavage, après la colonisation et le néocolonialisme que nous vivons, le fait de prendre le courage et faire face pour pouvoir arracher notre souveraineté, c'est comme si on était monté sur un engin explosif. C'était un engin dont la fragmentation sera générationnelle. C'est pour dire, en moindre dérapage, nous-mêmes qui sommes là aujourd'hui, nous allons payer le prix. Et même nos enfants qui ne sont pas encore nés vont aussi payer le prix. Et vous savez très bien, en 1960, quand le général de Gaulle distribuait les indépendances formelles à nos différents pays, c'est en signant en plein secret 11 accords. Au niveau de ces 11 accords, au niveau militaire, c'est de dire les bases militaires françaises n'allaient pas quitter nos pays. C'est de dire qu'au niveau financier, le franc CFA devait être géré par la France et on n'a pas d'indépendance à ce niveau. Au niveau économique, c'est de dire que nos sous-sols appartiennent à la France. Ça veut dire que si on découvrait des matières premières, c'est à la France de décider d'abord si elle veut ou pas avant d'appeler un autre partenaire. Donc, quand un dirigeant africain arrive et il prend le courage à deux mains pour dire l'ensemble de vos bases militaires, quittez nos pays. Elles ont quitté. Et on redéfinit des partenariats pour avoir de nouveaux partenaires à échange et même dans la respectabilité égale. Vous savez très bien que vous faites face à des véritables loups. C'est des gens qui n'ont pas replié. Et de toute façon, le général Lecointre l'a dit que d'ici 10 ans, ils vont revenir toutes les armées européennes pour nous mettre sous boisseau. C'est pas pour venir distribuer des fleurs. Et le général, je sais pas, on appelle Michael, je sais pas, l'anglais. Vous disiez l'anglais, moi j'allais dire le général Lenga. Le général Lenga, parce que vous savez très bien dans nos contrées aussi, quand on dit Lenga, bon, c'est quelque chose dont on peut s'en passer. Donc ça n'a plus ou moins pas de valeur. Donc de ce point de vue, leur sortie indique. Donc le retour de ce général Lenga indique clairement qu'ils sont prêts à venir perpétrer en même temps des assassinats qu'ils avaient eu l'habitude de le faire. Donc, quand vous avez des dirigeants africains qui arrivent à sortir et disent, malgré les menaces, leur sérénité n'a pas été touchée d'un seul iota, mais ça nécessite c'est la résistance de ces trois chefs d'État qui crée l'admiration au plan africain et au plan mondial. Alors, Monsieur le Président, je voudrais qu'on rentre dans le vif du sujet pour parler cette fois-ci de la confédération de l'Alliance des États du Sahel. Comment se présente justement l'architecture institutionnelle de cette confédération? L'architecture institutionnelle de cette confédération repose sur le traité, mais également le règlement intérieur qui ont été signés le 6 juillet 2024 à Niamey, pour dire qu'au premier niveau, c'est la rencontre des chefs d'État, le Conseil des chefs d'État. Immédiatement en dessous, il y a le Conseil des ministres. Et à troisième niveau palier, il y a la rencontre législative qui va regrouper l'ensemble des représentations législatives des trois pays. Et en dessous, vous avez les différentes commissions nationales qui doivent veiller à la mise en œuvre des orientations qui sont données par les trois chefs d'État, suivre la mise en œuvre de ces différentes orientations et faire éventuellement des propositions à l'endroit de ces trois chefs d'État. Donc voilà pour le moment, de façon architecturale, comment se présente la gestion de la Confédération, mais bien sûr avec, j'allais dire, un rôle au niveau de ces trois chefs d'État, qui est présentement le général Assimi Goïta. Le général Assimi Goïta, le président de la République du Mali, qui va achever son mandat en juillet prochain. Est-ce qu'on sait déjà qui sera le prochain président de la Confédération des États du Sahel? Bon, c'est vrai que j'ai un très bon sable chez moi que je tape chaque matin en tant qu'Africain. Mais permettez-moi de dire que cela revient aux trois chefs d'État. Moi, je ne suis qu'un exécutant, avec tout le respect que je vous dois. En temps opportun, ils aviseront. Et de toute façon, ils ne font rien de caché. Ils décident et puis ils informent les peuples. D'accord. Et pour ce qui est des missions de la Commission nationale, que peut-on retenir? Ce que nous pouvons retenir de façon très claire, les chefs d'État ont dit que la Confédération des États du Sahel, qui est en plein chemin de bâtir, renforcer les actifs pour aller vers une fédération, il faut retenir qu'il y a la première des missions, c'est la mission de défense et de sécurité. La deuxième des missions, c'est la mission de la diplomatie. Et la troisième mission, c'est la mission de développement.
Et bien sûr, l'ensemble de ces éléments sont articulés autour de la libre circulation des biens des personnes, la sécurisation des personnes, le financement des projets communs au niveau de la Confédération, la mise en place d'une force unifiée, j'allais dire une force confédérale, armée, qui doit pouvoir faire face à toute velléité de déstabilisation de nos pays. Alors, je l'ai dit tantôt, vous êtes dans vos fonctions de président de la Commission nationale depuis le 13 janvier 2025. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est avec la mise en place des structures de cette Commission nationale? Vous me permettrez d'abord, à l'endroit de notre chef d'État, de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, lui signifier notre profonde reconnaissance pour la confiance qu'il a placée en nos modestes personnes de piloter cette commission au nom du peuple burkinabé. Et effectivement, j'ai été installé à mes fonctions le 13 janvier 2025. Les trois vice-présidents, celui chargé des questions diplomatiques, celui qui chargé des questions de défense et de sécurité, celui également chargé des questions de développement, ont tous été installés. Et nous sommes en train d'avancer au fur et à mesure à l'affectation du personnel qui doit nous appuyer dans nos différentes tâches. Et bien sûr, il revient un certain nombre de nominations que le chef de l'État probablement ne va pas tarder à les finaliser. C'est la nomination d'un secrétaire général et la mise en place de tous les pôles d'experts. Parce que chaque vice-président doit être accompagné par un pôle d'experts et même le président de la commission également doit être aussi accompagné par un pôle d'experts. Mais comme vous le savez très bien, c'est vrai que les questions urgent, mais qui veut aller loin manage sereinement, mais sûrement sa monture. C'est pas des questions de précipitation. Et si nous avons été mandatés sur la base de la confiance, nous avons toujours aussi, de façon très sereine, confiance à notre chef d'État qui ne laisse pas les choses éparpillées et qu'il va, dans les jours à venir, réunir toutes les conditions nécessaires afin qu'on puisse prendre notre envol. Dans la mesure où il y a la commission malienne qui est mise aussi en place, il y a la commission nigérienne qui est mise aussi en place, mais quand nous tendons les oreilles fraternelles de part et d'autre, c'est comme si les gens attendent beaucoup de cette commission nationale au niveau du Burkina. Effectivement, les gens attendent beaucoup, mais comment se passe déjà la collaboration de ces trois commissions? Et la collaboration entre ces trois commissions, c'est vrai que institutionnellement, nous nous connaissons, mais de façon très pratique, tant que les experts ne seront pas encore mis en place au niveau des différentes entités, pour analyser ce qui a été déjà fait de façon sectorielle dans chaque ministère, pour avoir le tableau de bord très correct et le présenter à notre chef d'État, on ne peut pas de façon officielle et concrète aller vers les différentes commissions. Donc, dans chaque travail, comme les juristes le disent, que la forme tient le fond en l'état. Donc, de ce point de vue, il faut aller de façon très méthodique, méticuleuse, et en tout cas respecter les instructions qui sont données par le chef de l'État. Il faut aller lentement, mais sûrement. Alors, Président, je voudrais qu'on parle de défense à présent, si cher au peuple de l'AES. Le président du FASO a reçu en audience le 8 avril dernier le comité des chefs d'état-major généraux des armées de la Confédération présent à Ouagadougou dans le cadre de la mise en œuvre de la force unifiée. Et selon le président de cette commission, le général de division Oumarou Diarra, chef d'état-major général des armées de la République du Mali, je cite, « La force unifiée de l'AES est en train de monter en puissance ». Est-ce qu'il y a de quoi être fier aujourd'hui de cette force unifiée? Autrement dit, quelle est sa réelle capacité sur le théâtre des opérations? Et comme je l'ai dit tantôt, vous allez me permettre que tout ce qui est diplomatie, négociation, va de pair avec ce qui est également de la défense et de la sécurité, pour dire que l'efficacité ici doit se démontrer par les faits et les résultats sur le terrain. La façon dont on est organisé, si on en donne assez de détails, nous permettrons peut-être à l'ennemi de prendre le devant, parce qu'il saura exactement là où nous partons. Là où il faut se réjouir, c'est qu'aujourd'hui, la force unifiée est une réalité. Et je pense que ce qui a été publiquement dit, c'est que les trois pays ont consenti à mettre déjà pour démarrer en place 5000 hommes qui ont déjà commencé leur formation. Et ça va augmenter également en fur et à mesure que nous avançons. Vous savez très bien que quand vous puisez des hommes au sein de l'armée burkinabé, au sein de l'armée malienne, au sein de l'armée nigérienne, il y a toute une logique qui doit accompagner, il y a tout un règlement qui doit accompagner parce que ces entités n'étaient pas gérées de la même façon. Donc même en termes de mise à niveau, en termes de formation, en termes de confraternité qu'il va falloir renforcer, on a besoin de faire ces choses-là de façon très méthodique.
Le deuxième élément, c'est nos capacités à acquérir le matériel qui puisse permettre à ces forces également d'être opérationnelles. Heureusement que les trois chefs d'État ont eu le courage de réorienter nos partenariats et dire que le partenariat ne doit plus se faire comme avant, ou même pour payer un simple revolver, il fallait avoir l'autorisation de la CEDEAO, l'autorisation de l'Union africaine, et puis en fonction se soumettre aux décisions d'humeur d'un président français après la prise de son thé matinal. Aujourd'hui, ce n'est plus ce qui se fait. Nous avons redéfini nos partenariats. Donc, heureusement, Dieu nous a accompagnés. Nous avons des partenaires sérieux aujourd'hui. Tout ce que nous commandons avec nos moyens qu'on ne va pas définir ici arrive à temps réel. Et c'est ce qui fait que le général, c'est tout ça là qui fait mal au général Lenga, qui croit que bon, il faut être dans les anciennes méthodes pour nous bloquer. En tout cas, nous avançons. Vous avancez sereinement. Alors, pour ce qui est de la Fédération de Russie, vous avez parlé des partenaires stratégiques en termes d'acquisition d'équipements. L'une des attentes vis-à-vis de la Fédération de Russie, c'est la facilitation d'acquisition d'équipements de guerre et un accompagnement technique pour la formation des forces combattantes. Mais pour ce qui est de l'acquisition des équipements de guerre, il y a un pays hostile de l'AES qui a le même fournisseur. Est-ce qu'au sein de la Commission, au sein de la Confédération, cela constitue une préoccupation majeure? Non, il faut comprendre tout simplement que aucun pays n'est en réalité un ami à un autre. Nous sommes des partenaires, il faut respecter notre façon de fonctionner, notre cadre de partenariat et les relations qui nous lient. Quelles sont les relations qui vous lient avec une autre personne? C'est pas ça qui nous préoccupe. De toute façon, nous avons la liberté à tout moment d'apprécier, d'analyser. Si ça ne nous convient pas, nous repartons ailleurs. Ça, c'est le premier des aspects. Donc, avec qui vous coopérez, comment vous faites, c'est pas ça qui nous préoccupe. Nous avons des engagements avec vous. Il faudrait que les engagements soient respectés à la lettre. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, nous avons demandé tel élément. Vous nous avez dit ça coûte tant. Nous avons pu fournir ce que ça coûte. Nous attendons notre produit. Et notre également regard, c'est de regarder que le produit que nous avons commandé là, c'est exactement cela et que c'est de bonne qualité. Parce qu'avant, quand on commandait, on n'avait pas la liberté, cette souveraineté de le faire. Ceux avec lesquels on commandait, vous avez vu des appareils qui nous ont été envoyés dans le temps. Quand vous regardez, c'est comme si c'était pour bombarder des moustiques. Au moment où on appartenait à la CEDEAO. Et aujourd'hui, grâce à la Russie, on a des équipements de pointe. Justement, aujourd'hui, pour ouvrir même une parenthèse, des moments où on constatait qu'eux-mêmes qui nous bloquaient les armes là, et quand nous avons défini nos partenariats, on s'en va pour commander, on va même les trouver dans les mêmes magasins. Donc, ils venaient acheter pour aller mettre leur marque. Donc, ils vous voient, ils sont étonnés et puis ils vous demandent qu'est-ce que vous êtes. Ah bon, vous aussi, vous êtes ici. Nous, on vous pose la même question. Moi, vous avez connu, sinon aussi, on est là. Donc, de ce point de vue, en tout cas à ce niveau, qu'un partenaire ait des relations avec un autre pays, c'est pas ça qui nous préoccupe. Ce qui nous préoccupe, c'est le respect du partenariat que nous avons avec vous. Alors, nous allons poursuivre, Monsieur le Président, pour parler cette fois-ci des questions de développement. On sait que l'une des priorités de l'AES, c'est la mise en place des projets, de programmes structurants pour le bonheur des populations. Est-ce qu'à ce jour, il y a des acquis notables? On sait que le président en exercice de la Confédération, le général d'armée Assimi Goïta, parlait de la mise en place d'une banque confédérale, d'un fonds d'investissement, mais aussi d'une ligne ferroviaire devant donc relier Kaï à Niamey. Au jour d'aujourd'hui, quel est l'état des lieux? Est-ce qu'il y a des acquis notables? Il y a des acquis notables. Nous avons rencontré son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré la semaine surpassée avec la présence ici des 3 ministres du commerce des 3 pays. Il va y avoir une rencontre et il a été clair dans ses propos. Et il veut qu'on change la façon de faire. La production de tonnage de rapports dont le contenu n'est pas réel. En termes d'impact sur le terrain, nous devons quitter cela. Le premier élément, quand la commission va véritablement prendre son envol, voilà pourquoi je dis que le travail de la commission, c'est pas un travail bureaucratique, c'est pas un travail de bureau, c'est un travail de terrain. Donc le premier élément qu'on doit toucher du doigt pour rendre véritable la question de la liberté dans le déplacement des populations et même de leurs biens, c'est de voir cette question de raquette qui se fait sur les différents corridors. Et ce ne serait pas étonnant que vous allez retrouver seulement dans un engin de transport en commun, à la frontière malienne ou bien à la frontière nigérienne, et même pourquoi pas bien masqué, pour regarder c'est quelle main qui va récupérer quel passeport et demander quel billet de banque, on va suivre. Donc voilà pourquoi la première des rencontres également, c'est de mettre en unité l'ensemble des secteurs informels des 3 pays.
parce que ce sont eux aussi qui se déplacent beaucoup, et mettre des moyens de contact en place, que ce soit par WhatsApp, que ce soit par mail, pour dire que tout commerçant à un lieu donné, qui sera objet d'une question de raquette, qui saisisse immédiatement le numéro et qu'il envoie un élément. Donc, vous voyez que ça, c'est un élément pratique qu'on est en train de déployer. Le deuxième élément, je pense que le plan ferroviaire également qui a été défini pour relier les trois capitales, c'est déjà bien avancé. Les questions d'études également sur les autoroutes, c'est déjà bien avancé. Mais c'est justement ces avancées-là, surtout qui seront couronnées par notre sortie victorieuse de ce franc CFA qui est une des chaînes. Et c'est ça que les gens voient, ils ne veulent pas. Et je ne vais pas dévancer l'iguane dans l'eau. Le général Tiani a su le dire. Il faut laisser, au moment venu, les spécialistes seront mandatés de sortir et de le dire au haut et fort. Donc, il n'y a pas de crainte. Nous avançons avec sérénité. Il y a certains détails que je ne donne pas parce que les murs ont des oreilles. Et comme ils sont aussi partout, c'est pas qu'on a peur de le dire. C'est pour ne pas leur indiquer là où nous partons. Ils seront mis devant le faire. C'est de façon très stratégique. Alors, Monsieur le Président, on ne peut pas parler aujourd'hui de développement sans parler de souveraineté énergétique, surtout pour un espace comme l'AES. À ce niveau, comment est-ce qu'on compte s'y prendre pour acquérir véritablement notre souveraineté énergétique et minière? Et c'est une très grosse chance que l'AES a. Et dans la mesure où vous voyez l'uranium du Niger est exploité sur combien d'années? En maintenant, le peuple nigérien dans le noir, et c'est la France qui était illuminée, qui était même devenue vendeuse d'énergie en Europe. Et nous saluons le peuple français qui solidarise avec nos peuples. C'est pas que nous sommes d'accord si le peuple français est plongé dans une souffrance à un niveau donné, mais le capitaine Thomas Sankara avait clairement dit que ceux qui exploitent le peuple français, ce sont les mêmes qui exploitent les peuples africains. Il faut que nous soyons clairs là-dessus. Donc, dans ce sens, quand vous voyez la façon dont le partenariat est en train d'être redimensionné dans l'exploitation de l'uranium, le pétrole, dans nos différents espaces, c'est pour permettre de mettre l'accent sur cette question d'énergie au niveau des trois pays. Vous savez très bien que même le Burkina, et je l'ai dit et répété, je le répète aujourd'hui, le sous-sol, notre sous-sol est vachement riche. Les rapports anciens qui avaient été faits pour dire qu'on n'a pas d'or, on n'a pas de traces de diamants, on n'a pas de pétrole, etc. Le temps est en train de monter petit à petit pour montrer que c'est de la fausseté. Aujourd'hui, on a plus d'une dizaine de mines d'exploitation industrielle au niveau de l'or. Il y a des recherches diamantifères qui sont en train de promettre qu'on est dans le bon sens. Et même rien que les mois passés, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message pour dire que eux, dans leur village, quand ils creusent même un puits à partir de 3 mètres, 4 mètres, ils ne peuvent pas utiliser l'eau parce que ça sort. C'est des traces de pétrole. On ne peut pas avoir du pétrole au Mali, au Niger, il n'y en a pas ici. Il y en a, on en aura. Donc, de ce point de vue, nous avançons de façon très sereine. Ceux qui sont en train de se battre pour venir nous saccager, ce n'est pas parce que nous avons des beaux yeux. Le sous-sol aïeusien est un sous-sol. Et qui cachait depuis tout ce temps la richesse du sous-sol burkinabé au Burkinabé. La question énergétique ne va pas se poser. L'essentiel est que nous qui accompagnons les dirigeants, les 3 chefs d'État, que vous soyez nommés à un poste de cette décision énergétique, que chacun comprenne que nous sommes envoyés à des missions stratégiques. Et cette mission peut exiger que chacun y mette ou même y laisse sa vie. Nous devrions le faire parce que c'est pas une question de vie d'individu, c'est une question de vie de génération. C'est pour notre souveraineté, notre liberté et nous sommes prêts à payer le prix. Et ce que nous avons dit à son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré le 27 décembre quand je l'ai rencontré, lui a dit, vous nous avez envoyé en mission. Nous ne savons pas si nous allons revenir vivants de cette mission, mais c'est pas ça qui nous préoccupe. Les résultats reviendront, même si nous, on ne revient pas vivants. Donc, voilà ce que nous avons dit. Alors, Monsieur le Président, je voudrais qu'on parle éducation cette fois-ci. Alors on sait que l'éducation demeure un pilier important dans l'atteinte des objectifs de développement pour les pays. Est-ce qu'au niveau de l'AES, on ira vers un programme éducatif commun dans les prochaines années, basé justement sur le progrès et enraciné dans nos valeurs culturelles? Oui, justement, vous voyez très bien que si le chef de l'État a déclaré que nous sommes dans une révolution progressiste et populaire, c'est aller vers un changement radical au niveau politique, au niveau économique, au niveau culturel, au niveau social et au niveau sécuritaire. Donc, de ce point de vue, ces questions-là ont été déjà réfléchies et bien balisées. Et quand vous regardez déjà au niveau du Burkina,
l'ensemble des curricula qui sont en train d'être mis en œuvre, la réflexion stratégique qui accompagne indique que nous avons pris un élan de refonder entièrement notre système éducatif. Donc, continuez de nous mentir dans nos livres que c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Or, c'est notre frère, le Malien, voilà, qui a découvert l'Amérique. Voilà. C'est notre frère malien qui a découvert l'Amérique en 1312, bien avant Christophe Colomb. C'est pour dire au général Lenga qu'il est même, peut-être même un enfant de ce frère malien, donc il n'a qu'à revenir à la maison, il est sahélien, on va l'éduquer. Donc, justement, dans cette question d'éducation, c'est parce qu'à travers l'OIF, par exemple, vous avez vu qu'on vient aussi de claquer la porte. Qui éduque ton enfant vient lui placer un logiciel pour agir comme il le souhaite. Il faut donc déconstruire nous allons actuellement. Déconstruire, parce que si on ne déconstruit pas, si on ne prend pas ces initiatives au niveau de l'éducation, c'est comme vous avez des enfants physiques dont leur cerveau se retrouve dans des poches d'individus assis ailleurs et qui les télécommandent. Ce sont ces télécommandes qu'on veut désactiver. Ça, c'est le premier élément. Donc, le contenu de l'éducation doit être fondé sur nos valeurs fondamentales. Prenons le cas du Japon. Et quand nous disons qu'on veut avoir une école au service et fondée sur nos valeurs, c'est de faire en sorte que depuis l'école primaire, voire même la maternelle, jusqu'à l'université, nous ayons autant de militaires, autant d'hommes de sécurité dans notre pays. Ça veut dire qu'on va refonder le système éducatif pour que même la formation militaire commence depuis cet âge, de sorte qu'on a autant de réservistes. Si on avait fait ça aujourd'hui, on n'avait plus même besoin de reformer un certain nombre de personnes pour dire, dès lors que ça sonne dans un quartier, s'ils ont les calaches, ils sortent, on a au même nombre de militaires. Le deuxième élément, vous allez voir que le système éducatif, où on nous a appris à boire, rien que de la théorie, vous partez du CP1 jusqu'à l'université, vous sortez vous asseoir, vous ne savez rien faire de vos 10 doigts, il faut aussi qu'on change. Ça sera la formation professionnelle. De sorte que si vous sortez dès la 6e, même vos 10 doigts sans avoir un diplôme de façon concrète, vous êtes capable de travailler et avoir quelque chose sous la main. Accompagnant ça également, pour être plus précis, vous avez vu le chef de l'État nous interpelle à répartir aux sources. Répartir aux sources veut dire quoi? Il faudrait que cette éducation soit accompagnée par le retour de l'initiation dans nos villages, qui étaient des centres d'éducation de nos enfants pour qu'ils puissent être des hommes de demain. Si ce type d'initiation que avaient connu nos parents avait pu être poursuivi, n'avait pas été saccagé, le terrorisme n'allait pas évoluer rapidement comme ça de village en village. Parce que c'est des hommes qu'on allait par exemple appeler des samouraïs, qui allaient fonctionner sur les 7 vertus, l'honneur, la dignité, l'intégrité, le courage, la bonté, le sacrifice. Et dès lors que vous avez tous ces éléments à un homme, il ne va pas courir parce que quelqu'un est venu attaquer le village avec un fusil. C'est des gens pétris de courage et qui sont prêts à perdre la vie. Donc, si l'éducation n'est pas revue à ce niveau, vous avez des personnages, mais vous n'avez pas d'hommes. C'est tout ça qu'il faut venir. En tout cas, au plan national, les réformes s'observent au plan national, mais est-ce qu'au plan de l'AES, il y aura un programme éducatif commun à l'image de cette radio commune qui va commencer à fonctionner bientôt? Vous avez suivi il y a 3 mois de là, et les ministres d'éducation, de l'enseignement secondaire et même de l'enseignement supérieur se sont retrouvés au Mali. Tous ces éléments que je suis en train d'évoquer sont déjà en marche. Et comme ils sont en marche, quand la commission va prendre son envol, chaque ministère va faire le point des différentes rencontres qui ont pu être tenues, des orientations qui ont été données par les chefs d'État pour pouvoir les synthétiser afin que ce soit pris en charge par la commission. Donc, que ce soit au niveau du ministère du commerce, que ce soit au niveau du ministère de l'énergie, le ministère de l'économie et des finances, au même titre que la défense, au même titre que l'énergie, tout ça. Donc, il y a des pôles de rencontres de façon tournante dans les différents pays. Il n'y a pas ce secteur qui est laissé en arrière. Donc, ils avancent, c'est des questions d'étape. Et je suis sûr que dans les mois à venir, les relectures même de curricula et autres là vont s'engager. Voilà pourquoi, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina, que ce soit au Niger, le fonds de développement qui sera mis en place, c'est pour nous amener à construire, pourquoi pas, des pôles d'éducation communs. Ça veut dire même l'administration, telle qu'on a l'ENAM ici, c'est probable qu'on évolue vers une école centralisée de la formation de l'ensemble des agents étatiques qui doivent servir la confédération ou la fédération quand elle va venir. Alors, Président, vous l'avez dit tantôt,
la rencontre tenue à Ouagadougou le 10 avril 2025 entre les ministres en charge du commerce et de l'industrie de l'AES a abouti à la prise d'importantes décisions en vue de bâtir un espace plus intégré, un espace plus souverain, un espace plus prospère. Quels sont les leviers que compte activer la Confédération justement pour y parler? Les leviers que compte activer la Confédération, vous voyez d'abord que le premier élément, c'est de tout faire réduire notre dépendance alimentaire avec l'extérieur. Et au Burkina, déjà, nous commençons à parler d'autosuffisance alimentaire. Vous savez très bien, le premier médicament d'un être humain, c'est son aliment. Si on parle de souveraineté dans nos pays et nous ne mettons pas l'accent au niveau du commerce, de bien gérer nos frontières, ce qui rentre et ce qui sort, c'est que nos populations seront exposées. Et la bataille pour venir nous détruire ne sera pas forcément par des revolvers de Kalash. Il suffit seulement, vous voyez les riz même qu'on nous amène ici, vous prenez un riz, un petit bol, vous enlevez, vous mettez dans une marmite, vous mettez le feu, ça se gonfle et ça remplit la marmite. Quels sont les produits qui ont été mis à l'intérieur? Donc si on est toujours dépendant de l'extérieur, il peut fabriquer les mêmes types de riz là pour venir nous empoisonner, nous tuer. Voilà pourquoi le chef de l'État a donné des orientations très fermes. Il faut qu'on mette l'accent sur ce que nous consommons. Produire ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. Donc, les différents ministres du commerce doivent mettre l'accent à ce niveau pour que les questions de taxes, les questions d'engrais, voilà, soient accessibles pour cette question de production. Le deuxième élément, il faut mettre aussi l'État au centre pour ne pas laisser certains commerçants véreux continuer de saccager la vie de nos populations pour vendre. Vous allez voir des magasins qui sont dans nos périphéries bien pleines, mais cadenassés, et en même temps, les prix des produits là continuent de monter. Donc, le chef de l'État l'a dit la fois passée, il souhaiterait que si vous sortez pour aller payer du riz, le même coût que vous avez au Mali, ça va être le même coût que vous avez au Burkina, ça va être le même coût que vous avez au Niger, accessible et moins cher. Mais pour pouvoir le faire, l'État va mettre en place des magasins. Voilà, vous avez vu, comment dirais-je, des magasins qui seront gérés par l'État, qui seront mis en place pour pouvoir mieux contrôler l'ensemble de ces produits-là, afin que ce ne soit pas dans des mains assez véreuses, parce que l'impérialisme a beaucoup de leviers. Voilà, s'il sait qu'il ne peut pas venir pour le moment par le côté fusil, il va passer par le côté alimentaire. Et le dernier exemple que je prends, même c'est les produits pharmaceutiques. Vous voyez tout ce qui est fabriqué à l'extérieur, quand on vient, on devait dans nos pays, c'est composé de quoi? Vous avez vu ici, on est venu en 2022, quand le Covid a commencé à sévir, on nous amène des vaccins appelés des Johnson & Johnson. Bon, on vous pique, vous savez même pas ce qu'on a inculqué en vous. Est-ce que c'est des robots? On n'en connaît pas. C'est ce qui fait aussi qu'on est en train de vouloir réassocier la pharmacopée et autres à nos centres de formation, développer de façon très intense la recherche médicale, et faire en sorte que certains produits en pharmacopée soient pris en compte afin de mieux contrôler la santé de nos populations. Donc, voilà les orientations pratiques que les chefs d'État ont données, sans bien sûr être exhaustifs, avec l'exemple que j'ai eu à prendre sur ces questions de contrôle sur les frontières pour ne pas continuer à racketter les populations et faciliter la circulation des produits et la liberté des populations dans leur base de vie. Alors, Président, on est presque au terme de cet entretien. Mais je voudrais qu'on parle du troisième grand D. D comme diplomatie, pour parler justement de cette question de diplomatie avant de terminer. Eh bien, la Fédération de Russie et la Confédération AES ont initié le 3 avril 2025 à Moscou un nouveau partenariat en vue d'avoir une convergence de vues dans les instances internationales. Alors, quels sont les grands changements qui pourraient découler justement de cette nouvelle donne? Oui, c'est un grand D qui est très important au niveau de la diplomatie. Vous avez vu que justement pour pouvoir vous pénétrer, c'est dans ces instances-là qu'on arrive à savoir comment vous respirez, comment vous dormez, vers où vous partez. Voilà pourquoi je salue cette vision très courageuse du chef d'État. Dès qu'il est arrivé, nous avons eu le courage de dire à l'ensemble des représentations diplomatiques, nous ne sommes pas contre les autres peuples du monde, mais un ambassadeur qui est au Burkina doit marcher sur la base des règles qui régissent notre pays. Et si vous ne voulez pas, la porte est ouverte. Ça, c'est clair. Le deuxième élément, nous avons aussi dans le même cadre de diplomatie, par exemple les coopérants militaires qui étaient dans nos camps militaires, nos gendarmeries, il n'y a pas de raison que vous êtes 200 militaires en train de faire une réunion stratégique pour décider de l'avenir de votre pays, et vous voyez 2 ou 3 personnes aux oreilles rouges assises, et ce sont elles à la fin qui vont vous dire
La décision que vous devriez prendre là, il faut que lui, il ait un retour de l'autre côté de la mer avant de vous permettre de décider. On leur a dit aussi, vous ramassez vos baluchons. Malheureusement, et quand on veut prendre une telle décision, vous allez trouver un frère qui va s'asseoir et dire non, bon, s'ils ne sont pas là, on ne pourra pas fonctionner. On a dit gentiment aussi à ses frères, si vous voulez les suivre, faites votre baluchon, vous les suivez. Ce qui se passe, on n'est pas contre quelqu'un. Donc, ces questions de diplomatie, nous avons dit, la souveraineté doit nous permettre de choisir nos partenaires dans le respect mutuel, en tout cas, que ce soit des relations gagnant-gagnantes. Il ne faudrait pas que ce soit dans les rapports, on dit peuple souverain, et pourtant vous voulez venir vous montrer comme des éléments qui sont supérieurs. Donc voilà pourquoi je dis que c'est un dé qui est assez important, qu'on comprenne que ce n'est pas de l'arrogance à notre niveau, ce n'est pas de la suffisance à notre niveau, mais attention, s'il faut de l'arrogance et de la suffisance pour protéger notre peuple, on ne va pas du tout léser là-dessus. Parce que de toute façon, nous avons dit, si vous dites que vous êtes un partenaire et vous pénétrez notre espace par violation, par brigandage, on ne peut que te traiter comme un brigand. Il y a des relations claires qu'on doit respecter, des normes qu'on doit respecter pour venir dans un espace. Donc cette question de diplomatie, on va pas lésiner sur les mots, on ne va pas lésiner sur les termes. Et si vous êtes un chat, on va dire vous êtes un chat. Si vous êtes un chien, on vous dit vous êtes un chien. Voilà. Donc si vous avez 4 pattes, on vous dit vous marchez à 4 pattes. Donc on ne va pas toujours continuer dans la diplomatie. Bon, comme nos frères, moi aussi l'ont bien synthétisé, vous êtes ensemble. Et d'autres sont là, ils se montrent comme des intermédiaires, mais à l'intérieur, ils disent Dilgongwe. Alors, président, alors, mais quels seront les enjeux, le fait de parler d'une même voix avec la Fédération de Russie? Oui, vous savez très bien que la Fédération de Russie, si vous regardez dans l'espace, contrairement à nos frères africains qui manquent d'arguments, qui disent oui, c'est remplacer un impérialiste X par un impérialiste Y, c'est de leur dire de regarder l'histoire. Parce que quelqu'un qui ne maîtrise pas son histoire, vous êtes comme une feuille volante à la liberté des vents. Et regardez voir quelle est une colonie en Afrique ici où le nom de la Russie est collé. Il n'y en a pas. Donc, de ce point de vue, c'est des gens qui ont accepté les échanges sur la base du respect mutuel, de l'égalité, de la souveraineté de chaque peuple. Mais si une puissance aujourd'hui que nous décrions revenait à dire, à nous montrer patte blanche, qu'elle est prête à marcher sur cette voie, il n'y a pas de raison que des relations soient coupées. Nous disons et nous le répétons, nous nous adressons aux dirigeants de ces États, mais pas au peuple. Les peuples sont d'accord avec ce qui se passe dans l'espace AES et nous tenons donc à féliciter, à dire notre reconnaissance à la Russie pour tout cet accompagnement qui ira en se renforçant. Et nous continuons main dans la main à regarder ce qui peut nous arranger et nous amenons. Mais quand par exemple on regarde ça et puis on dit oui, notre chef d'État prend notre or, parce que justement, ils veulent parler probablement des Wagner qui sont là et des armes qu'on gagne, qui prennent notre or pour se protéger. Il faut même demander aux mêmes États-Unis leur budget de la défense. Je ne parle pas de leur budget de fonctionnement national. Hein. Le budget de la défense, ça fait 970 milliards de dollars. Et quand tu prends 970 milliards de dollars, tu prends le coût, par exemple, du dollar dans notre pays, qui est autour de 576,18 francs CFA. Multiplie ça par 970 milliards de dollars. Nous sommes à 559 001,29 dollars. Vous pouvez prendre une calculatrice et puis vérifier. Ça veut dire quoi? Que le budget de la défense américaine représente les 2/3 des budgets de défense de l'ensemble des pays de l'OTAN. Et ça fait quoi? Ça fait 177,5% de notre budget national. Parce que notre budget national, en 2024, ça dit ce qui a été évalué, c'est 1349 000 milliards de francs CFA. Donc, ça veut dire que le budget seulement de défense des États-Unis, ça fait 177,5% de notre budget national. Est-ce qu'un individu comme ça est habilité à venir dire que nous utilisons de l'or pour pouvoir nous protéger au niveau sécuritaire? Il se mêle de quoi? Donc, voilà des exemples pratiques qu'il faut leur donner, que chacun reste à sa place. Quelqu'un viendra me dire non, les États-Unis sont plus larges que notre pays, de quoi, pourquoi j'ai fait cette comparaison. Mais là aussi, je demande aux gens de se cultiver. Et regardez le Vatican. C'est pratiquement comme un quartier, mais il régente tout le monde entier. La puissance d'un pays, c'est pas une question de superficie, c'est la qualité de nos hommes. Et vous avez vu, les gens ont applaudi par rapport aux choses. Alors, merci, Monsieur le Président, pour ces éléments de réponse pour ce qui est de cette partie, l'entretien. Alors, nous allons poursuivre cette émission, le Grand Miroir, avec
la dernière partie, sans filtre des participants triés sur le volet vont vous poser des questions directes et sans filtre. Et ça sera avec notre confrère Simon. Merci à vous, Monsieur le Président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel, que je vous prie encore d'ovationner très fort, s'il vous plaît. 3 volets essentiels ont été développés: défense, développement et diplomatie. Nous venons donc d'avoir des réponses très précises, mais les questions, là, n'en manquent pas certainement. On va permettre aussi au public que vous êtes de poser vos différentes questions. C'est vrai que nous sommes un peu pris par le temps, mais on va permettre quand même de prendre 2 questions par rangée, et pour que le président aussi puisse poser et puisse répondre à ces questions-là. On va commencer par la rangée de la droite, s'il vous plaît. Je m'appelle Sauro Wendata, alias Tiengambiga sur les réseaux sociaux. Je suis très heureux en tout cas d'apprendre que l'AES en tout cas va créer une radio. C'est très important parce que la communication aussi joue un rôle très important. Je voudrais savoir, est-ce que l'AES a déjà prévu la création d'un réseau social, parce que les réseaux sociaux aussi contribuent en tout cas à la communication. Parce que bon, actuellement, bon, nous sommes trop censurés sur les réseaux sociaux, en tout cas, gérés, Facebook géré depuis les États-Unis, Telegram qui est là aussi, mais bon, beaucoup ne sont pas là-bas. Alors, l'événement ici, c'est vraiment de récompenser et de reconnaître les mérites de personnes, des hommes, des femmes, des institutions qui s'investissent dans la promotion de la paix, du civisme, de la citoyenneté, de la cohésion. L'année dernière, cette nouvelle catégorie que nous avons intégrée, c'est la catégorie du trophée APA de l'AES, au regard de ce nouvel espace qui est là. Alors, ça a été, à notre niveau, un peu compliqué de pouvoir désigner des lauréats du moment où il fallait entrer en contact avec d'autres associations sœurs de ces pays au Mali, au Niger. Et il nous a fallu vraiment batailler dur pour pouvoir trouver des personnes à primer. Et l'année dernière, cette catégorie est revenue à un membre de la société civile du Niger, en la personne de Soumaïla Moukaïla, qui a reçu le trophée de l'AES, à part de l'AES. Et c'est pour dire que nous sommes engagés dans la 5e édition de cet événement, et peut-être qu'au niveau de la Commission nationale de la Confédération de l'AES, nous pourrons avoir des voix, des mains, des soutiens qui pourront nous aider cette fois-ci à entrer en contact directement avec des personnes dans les autres pays frères de l'AES pour nous faciliter à pouvoir désigner des personnes. Encore une fois de plus, merci au président et merci aussi à la télévision C360. Merci donc au MEPAP qui a choisi ce moment-là pour faire sa publicité. Certainement, le chef commercial est là et vous enverra une facture au moment opportun. Merci déjà. C'est très important de le dire. On permettra quand même à cette rangée de poser, d'avoir encore 2 questions. S'il y a un autre doigt qui va se lever, ça nous fera plaisir. Mais il y a le monsieur de derrière. Voilà, oui, c'est vous. Merci. Je remercie d'abord la télévision C360 pour cette très belle initiative et souhaitons également par l'occasion que cette télévision nous rejoigne nos petits écrans si ce n'est pas fait déjà. Et merci, mon président. Mon général, je suis au garde-boue. Merci. Donc, j'ai 2 petites préoccupations. Mon président, vous êtes revenu sur la structuration de l'AES. À voir de près, on a l'impression que c'est au niveau du Burkina Faso que les choses partent très vite. J'aimerais savoir quelle est la synergie d'action entre les différentes commissions et véritablement à quand la mise en place de la commission de l'AES pour en tout cas, la mise en œuvre des différentes actions de développement, diplomatie et de la défense.
La deuxième préoccupation, sur d'autres localités, sur d'autres cieux, vous avez parlé ou vous avez proposé au président de l'AIS de quitter le plus rapidement possible de la CPI. C'est pour réitérer et vous soutenir dans cette démarche et sollicitons, demandons à ce président que nous ne voulons plus jamais, en tout cas, célébrer des héros après qu'ils soient assassinés. Par conséquent, ils n'ont qu'à quitter très rapidement et le plus rapidement possible la CPI. Merci bien. Merci à vous. Je pense que la deuxième a été juste un apport. Hein. On va prendre voilà, le monsieur de derrière. Merci déjà. Présentez-vous. Moi, c'est le camarade Abdallah Ouedraogo. Pardon. Je suis le secrétaire général adjoint du mouvement Africa Révolution. Ouedraogo, le prénom. Abdallah Ouedraogo. Merci. Et par ailleurs, coordinateur provincial de la Confédération des peuples de l'Alliance des États du Sahel pour le Kadiogo. Alors, je voudrais avant tout dire vraiment merci et mes vifs encouragements au camarade président, le camarade Bassolma Bazié, parce qu'il est la flamme de cette jeunesse. Il est notre référence et nous comptons très sincèrement sur lui pour donc nous évertuer, pour donc nous galvaniser. C'est pourquoi je voudrais l'interpeller sur un point. À chaque fois qu'il prend la parole, il dit toujours qu'il est en mission et qu'il peut en revenir vivant, tout comme il peut ne pas en revenir. Mais je voudrais vous solliciter et de ne point mettre à l'idée que vous pouvez ne pas revenir de la mission parce que nous comptons beaucoup sur vous. Il faut coûte que coûte, vaille et vaille, éviter la mort. Parce que Sankara aussi parlait comme ça. Il pensait à un moment donné qu'il a bien éduqué le peuple, si bien que, même à son absence, le peuple pourrait continuer la révolution. Mais tel n'a pas été le cas après son décès. Donc, c'est pour dire que, très sincèrement, je suis peiné quand vous prononcez cette parole. Voilà. Donc, merci beaucoup à vous. Ce que je voudrais aussi ajouter, d'accord. Et nous allons vous demander de perpétuer et de répéter régulièrement ces genres de rencontres avec le peuple. Vous l'avez fait à Bobo tout dernièrement, vous venez de le faire, parce que le peuple est beaucoup plus, j'allais dire, précipité. Le peuple attend beaucoup. Donc, à chaque fois que vous sortez, ça donne encore un tonus, un encouragement. Surtout, je voudrais vous demander d'accélérer, surtout en ce qui concerne donc les mécanismes de facilitation des mouvements des populations au sein de l'AES pour éviter les raquettes le plus rapidement possible, parce que les populations en souffrent. C'est vrai que le camarade ministre de la Sécurité a sorti une note là-dessus, autant pour moi. Mais nous voulons que des actions concrètes soient effectuées au fil du temps et de façon rapprochée en termes d'intervalle. Vraiment, merci beaucoup. Merci à vous. Comme c'est un apport, on va permettre aussi, voilà, posez votre question. Posez rapidement. Merci beaucoup. Oui. Moi, c'est Saoudgo Delwende, professeur d'anglais. J'aimerais vraiment remercier le président, Mr. Bassolma Bazié, pour vraiment cette conférence. J'ai beaucoup appris. Alors, ma première question, c'est par rapport aux produits pharmaceutiques et autres produits qui proviennent de la France. Moi, si je rentre dans une alimentation et puis j'achète, je regarde l'étiquette. Si c'est étiqueté France, souvent vraiment, je ne consomme pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Et deuxièmement, c'est par rapport à ce que vous avez parlé de la formation qui doit commencer à l'école primaire, la formation militaire. Alors, ici, c'est pas bien de commencer dès lors avec les étudiants à l'université, ce qu'on appelle service militaire obligatoire. Parce qu'on voit ça dans d'autres pays, comme Israël, qui fait ça pour vraiment sa survie. Est-ce que c'est pas mieux qu'on commence avec les étudiants et avec la population tout entière, tous ceux qui ont... Par exemple, moi, si j'ai besoin d'aller me faire former, qu'on me forme. Voilà, pour qu'on soit prêt à ce qui se prépare. Et troisièmement, rapidement. Voilà, j'ai lu un document qui provient d'un ami indien. Un ami indien. C'est intitulé « La voie cachée de l'Afrique ». Alors, c'est en anglais.
comme je suis professeur d'anglais, j'ai lu le document et le document parle de notre contexte actuel. J'aimerais savoir à qui je peux vraiment m'orienter et on va nous aider à traduire ce document en français. Voilà, je sais que la plupart de nos de la jeunesse, ils ne veulent pas lire aujourd'hui, mais si on peut traduire ça en français, alors ceux donc qui vont lire, ça va donner du tonus. Voilà, on peut produire ça en français et même traduire dans d'autres langues. Voilà, on a ça déjà en anglais. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Sawadogo. On va passer donc à la dernière rangée. Wow, on a plus que 6 personnes ici. Hein? Bon, d'accord. On va commencer par celui qui est à côté de vous. Voilà. Nom, prénom, et puis la question. Bonjour à tous. Bationo Bazombier, communément connu sous le nom de Bationo de Kion. Ma question est la suivante. Alors, camarade président, aujourd'hui, nous avons des difficultés pour harmoniser les questions d'hydrocarbures dans l'espace AIS. Est-ce que des réflexions sont en train d'être menées pour essayer de voir peut-être après la guerre, harmoniser le prix des hydrocarbures au niveau de l'espace AIS et également au niveau de l'énergie parce que certains pays sont encore confrontés à des problèmes extrêmement difficiles du point de vue énergétique. Est-ce que des réflexions sont également en cours pour essayer de faciliter l'accès à l'énergie au-delà des dispositions que le Burkina est en train de prendre comme la question de la centrale à long terme? Merci. Merci à vous. Bon, il y a 2 dames qui sont, même 3. On va quand même permettre aux dames de poser leurs questions. Oui, on va commencer par celle qui est derrière. Les dames, vous allez poser, puisque ici les dames sont nombreuses, vous allez poser vos questions, il n'y a pas de souci. Oui. Merci beaucoup pour la parole donnée. Moi, c'est Bazongo Aminata. Oui. Moi, ma question va vers la Côte d'Ivoire. Quoi qu'on dise, l'AIS a une forte diaspora en Côte d'Ivoire. Est-ce que l'AIS compte soutenir un candidat pour pouvoir dégager le sous-préfet de la France? C'est ça ma question. Ouais. Merci. D'accord. Ça, c'est une question, une vraie question. On va partir avec l'autre dame. Ok, merci beaucoup. Oui. Moi, c'est Madame Ilboudo Aïssata, communément connue sous le nom de Inachou. D'accord. Je suis la coordinatrice de l'Alliance des femmes engagées pour la patrie, membre de la CNAVC. Merci pour le micro. Et président, en tant que président de la commission de la Confédération AIS, quels sont les principaux défis que vous identifiez actuellement pour renforcer l'unité et la coopération au sein de l'AIS, particulièrement face aux crises socio-économiques dans la région? Ma deuxième question, dans quelle mesure la Confédération de l'AIS envisage-t-elle adapter ses stratégies pour relever les enjeux actuels tels que la bonne gouvernance, la durabilité économique tout en préservant les valeurs fondamentales de la solidarité, de l'intégration et d'intégration régionale? Ma troisième question, quelles mesures avez-vous prises pour recadrer la création en désordre des structures, mouvements et associations avec l'identifiant de l'AIS? Comment contrôler cela? Car on a vu de mauvaises expériences avec certaines institutions. Et ma dernière question, dans la structure AIS, est-ce que vous avez tenu compte de la compétence féminine dans votre équipe? Parce que quand on voit l'équipe tourner, on ne voit pas en tout cas la femme là-bas. Je ne sais pas si ça est en cours ou c'est comment. Merci. Oui, on termine avec la dame. On va terminer avec la dame. C'est vrai que comme elles sont 3, on leur fait quand même... voilà. Oui, madame. Ok, merci. Moi, c'est Priska officiel et activiste burkinabé. Avant de commencer, j'aimerais remercier mon papa qui est là. Le combat, c'est pas facile. Souvent aussi, en tant que jeune, avec des menaces venant de partout, souvent on a peur. Mais avec le papa, on gagne le renfort, on gagne le courage et puis on part encore de l'avant. Donc, merci beaucoup à notre papa pour le courage qu'il nous donne chaque jour que Dieu fait. Maintenant, je vais revenir par rapport aux menaces faites à l'AES.
Et vous avez vu récemment avec le Niger, certains dirigeants, valets locaux, on lui a dit qu'ils allaient mobiliser même des bataillons pour aller s'attaquer au peuple nigérien et installer un dirigeant valet locaux qui était déjà au pouvoir. Vous avez vu qu'ils ont eu à bloquer des médicaments et certains Nigériens même ont eu à perdre la vie dans cette situation. Également, le général Lenga, comme l'a dit le papa, qui a eu à vraiment manquer du respect au peuple burkinabé, qui a touché à notre intégrité. Voilà, on a vu récemment qu'il était dans un pays voisin avec plus de 5000 soldats pour des exercices militaires. Et nous, en tant que jeunes de 21e siècle, nous comprenons les enjeux qui se passent dans le monde entier. On sait également que ce sont une encore de leurs manigances pour pouvoir déstabiliser l'AES. Est-ce qu'il y a des mesures fermes pour taper souvent sur la table pour qu'on ne perde plus des dirigeants qu'on a eu et des leaders qu'on a eu à perdre dans le passé? Voilà. Est-ce que Nambaham Tikima Kienroin, Tidial Ngadroan Parabi, Bidnamana Wana, Barkuso? Merci donc à vous, chers participants, pour vos différentes questions. C'est vrai que tout le monde, quand même, on aimerait que tout le monde pose des questions, mais le temps... Oui, donc, ok, exclusivement pour le chef, d'accord. Bon, c'est vrai qu'on a trop de questions. J'ai vu qu'il y a un autre doigt, mais comme... Voilà, on va permettre aussi au chef de poser sa question, et puis... Oui. Et Mamia, c'est comme ce qu'on a passé. Et non, pour ça, le président Barakousgo, ne vient de son côté de quel ardement. La mam kwaya kana yusbawe bude ya wuto toto le mikale la tonne joton pa wub nasarani fo me ha wazini kila wama wayike katara fo gom ninga wa ya wo fo mpa kenge ate taba ti songo dama e Barakousgo on de songo lafi. Merci au chef pour sa contribution. Eh bien, Président, il y a toute une série de questions. C'est vrai que dans votre explication tout à l'heure, vous avez répondu à certaines questions, mais on va quand même rappeler ces différentes questions. Il y a Monsieur Sawadogo Wenata qui voudrait, c'est lui qui a posé la première question. Est-ce qu'il y a la création d'un réseau social AES qui est en vue? C'est lui qui a posé la première question. Il y a aussi M. Goudougou Aruna, définition des concepts AES, Confédération des États du Sahel, et puis aussi la Fédération des États du Sahel. Et sans oublier Yunouba qui parlait donc du projet qui va impacter la région, donc au-delà de l'espace AES. Est-ce qu'il y a un projet donc qui est en vue? Il y a aussi M. Ouedraogo Etienne. À quand l'opérationnalisation des FASO? Il y a M. Warmé, synergie d'action entre les différentes commissions. Parce que, selon lui, c'est seulement au Burkina Faso que les choses bougent bien. Qu'est-ce qui est fait donc au niveau des autres États, le Mali et aussi le Niger? À quand la création donc d'une commission, comme on le voit aussi dans les autres espaces? Il y a M. Sawadogo Delwende, que fait pour les produits pharmaceutiques? Pour lui, quand il va dans les pharmacies, c'est vrai, vous l'avez notifié dans votre développement, mais la répétition est aussi pédagogique. Et aussi, pourquoi pas le service militaire obligatoire aujourd'hui pour les jeunes étudiants, et avec une contribution qu'il souhaite aussi la traduction d'un document qui est écrit en anglais, en français, pour permettre aussi à la jeune génération d'en bénéficier. Bationo Bazombier, les hydrocarbures de l'espace AES, comment les harmoniser, et aussi l'énergie. C'est sa question. Il y a Bazongo Aminata, AES, comment comptez-vous soutenir? Est-ce que l'AES veut soutenir candidat en Côte d'Ivoire pour dégager celui qui dérange donc l'espace AES? Alors, Aïssata Ilboudo, renforcer donc l'unité au sein de l'espace AES entre les peuples, entre les dirigeants. C'est ça. Comment comptez-vous faire? Comment comptez-vous y arriver? La bonne gouvernance, les valeurs fondamentales, la mise en place et l'enracinement donc de ces fondamentaux, le recadrage des structures qui se créent aujourd'hui comme des champions pour soutenir l'AES. Comment est-ce que le président que vous êtes, qui représentez le Burkina Faso, vous allez donc ensemble avec vos vice-présidents recadrer ces différentes structures? Et puis la femme, qui est aujourd'hui le sel de la sauce, il faut qu'elle soit aussi représentée dans ces différentes structures. Il y a Prisca officiel,
mesures pour protéger les dirigeants, pour qu'on ne puisse pas parler demain, qu'on a dit, et conjuguer le président Ibrahim Traoré aussi sur la lignée de Lumumba, sur la lignée aussi de Kadhafi. Donc voilà un tout petit peu, Président. Merci à vous. Merci bien, modérateur. Je pense que vous avez noté avec clarté l'ensemble des préoccupations. Je vais tout simplement vous demander de suivre avec moi. Au cas où je sautais une préoccupation, il faudra m'aider à revenir là-dessus. Ceci étant, je félicite l'ensemble des frères et sœurs qui ont pu prendre la parole et qui se sont exprimés. On s'excuse auprès de ceux probablement qui ont levé la main et qui n'ont pas pu être pris en compte parce que le nombre étant limité. Et je profite tout simplement à rappeler que même cette rencontre, si on la tenait sur 2 jours, c'est pas évident qu'on puisse en finir. C'est pas une fuite des débats, c'est une question d'organisation. Et de ce point de vue, je pense que j'ai mon WhatsApp que j'ai volontairement mis en ligne pour tout le monde, tout en souhaitant qu'il y ait d'autres cadres pour poursuivre les échanges. Celui qui estime qu'il aurait une question qu'il n'a pas pu poser, même par WhatsApp, je me donnerai les voies et moyens pour répondre. C'est le 70 33 64 41. Beaucoup déjà l'ont. 70 33 64 41. Parce que nous avons décidé, effectivement, auprès du chef de l'État qui nous a appelés comme des missionnaires, on doit exécuter. Gouverner autrement également, c'est se comporter autrement. On ne doit pas continuer dans un pays qui est déclaré révolutionnaire, vouloir vivre en tant que dirigeant à huis clos, inaccessible. Je n'ai pas dit que je peux répondre à tout le monde, mais si la préoccupation nécessite réponse en termes d'éléments d'urgence, c'est un devoir. Il nous a envoyé à mission. La mission doit être assumée avec clarté et transparence. Donc, seulement, je dis au Bissa Yassé toujours, faut pas me réveiller à 2 heures du matin parce que vous avez le numéro. D'autres appellent, tu te réveilles, tu décroches, ils disent que c'était pour essayer de voir. On ne sait pas voir. Pose la préoccupation. Donc, en ce qui concerne le premier intervenant, la radio est en voie de création. Est-ce qu'il y a un réseau social? Je dirais que oui. Oui, dans la mesure où, au niveau des échanges, vous voyez que même le média qui nous réunit aujourd'hui, en passant par la télévision nationale, la radio nationale, il y a des pages qui sont directement associées à ces médias pour permettre à l'opinion de poursuivre les interactions et voir également dans quel sens il faut aller. En termes de programme, je pense que les 3 pays, les 3 chefs d'État même iront au-delà. Parce que vous savez très bien que qui ne maîtrise pas son espace en termes de communication, vous êtes exposé à tout. Il y a des pays aujourd'hui, que ce soit la Chine, que ce soit l'Azerbaïdjan, que ce soit la Russie et même aux États-Unis. Au niveau de ces réseaux sociaux, il y a des réseaux indépendants qui sont maîtrisés par l'État où quand vous rentrez sur le territoire, tu ne peux pas faire du n'importe quoi. Voilà pourquoi je salue la vision du chef d'État qui est que il faut même notre structure de gestion de la télécommunication au niveau national qui a été privatisée, ayant le courage d'utiliser des termes. Parce que, je l'ai dit et répété, quand moi je parle, je m'appuie sur la terre, et quand on s'appuie sur la terre, on ne ment pas à quelqu'un. C'est qu'on dit peut ne pas plaire, mais ça doit être la vérité. Parce que si je vous mens, ça sera devant les ancêtres, moi je vais aller répondre. Or, je ne vais pas aller répondre tôt. Donc, je suis obligé de vous dire la vérité. Donc, voilà pourquoi nous avons dit que l'ensemble de ces liens de communication, on doit faire en sorte d'avoir des liens indépendants. Vous ne pouvez pas vouloir être un pays souverain et vos éléments de communication se retrouvent dans des mains de chercheurs d'argent. Je n'ai pas dit que des Burkinabés n'ont pas d'emploi de part et d'autre par ces moyens de communication, mais ces pays sont en train de réfléchir. Et sans vendre une parenthèse, dans ce sens, je pense qu'il y a déjà un acteur qui est bien positionné, qui s'appelle Teriatel, et qui est un réseau qui est en train de vouloir négocier sa mise en place. Et je pense la technicité qui a déjà été indiquée est que dès lors que vous avez cette puce d'office, vous êtes immédiatement tracé partout où vous passez au niveau du pays, et ça va éviter que des hommes malhonnêtes viennent se promener comme ils veulent dans notre pays. Donc, si on arrive à aller dans ce sens, je pense que ce sont des moyens. Et si on peut le faire, ça veut dire à travers ces réseaux également, on peut avoir un réseau autonome au niveau de l'espace où on ne vient pas produire, pénétrer et faire tout ce qu'on veut et ressortir sans
qu'on ne mette la main sur vous. Donc, c'est un début. Comprenez que des années 60 à aujourd'hui, ça fait combien d'années? 3 chefs d'État qui viennent en moins de 2 ans. C'est comme si on veut leur demander de racler des bouts qui ont été emmagasinés, empilés pendant des dizaines d'années. Nous savons très bien que tout est urgent, mais aussi il faut compter que ce sont des forces humaines. Dès lors qu'il y a la volonté, avec l'accompagnement de l'ensemble du peuple, on est serein, je pense qu'on va avancer. Et le deuxième intervenant qui évoque la question de l'AES, il faut dire que l'AES, comme je l'ai indiqué dans l'introduction, qui a été mise en place le 16 septembre 2023, à l'issue de l'appréciation des documents du Liptako Gourma, et la confédération qui a été mise en place le 4 juillet 2024 au Niger. Pourquoi on dit confédération AES? C'est parce qu'en commençant par l'Alliance des États de Sahel AES, nous avons eu l'impression, même pas une impression, c'est une réalité, que c'est un terme qui a été déjà adopté par l'ensemble des peuples de l'AES. Donc, même si vous définissez la confédération, ils reviennent chaque fois sur AES, AES, AES. Mais si le peuple sait s'approprier de sa chose, on dit celui qui se bat pour sa chose, c'est pour lui sa chose, pourquoi l'arracher? Donc, de ce point de vue, quand on dit confédération des États du Sahel, à partir de juillet 2024 au Niger, le 6 juillet, c'est pas pour annuler l'appellation AES, c'est pour montrer que nous sommes en phase d'évolution. Demain, on va atteindre la question de la fédération, mais si nous estimons que le peuple s'est déjà approprié certains éléments qu'il faut prendre en compte dans l'appellation, pourquoi pas, il faut historiquement garder ça et puis avancer avec. N'oubliez pas aussi que dans la majorité des cas, nous sommes des peuples qui sont, qu'on le veuille ou pas, ne sommes pas au niveau voulu en termes d'éducation, de la maîtrise de cette langue qu'on doit même abandonner rapidement. Le frère vient d'interpeller pour dire que nous échangeons en français. Il y a beaucoup de frères qui ne comprennent pas et il faut songer aux langues nationales, ce qui est très juste. Donc, dans la même évolution, même si on venait à la fédération, il y a des termes qu'on va toujours garder dès lors que nous constatons que les peuples s'en ont déjà appropriés. Donc, voilà ce que je peux dire sur la question de l'AES. Et au niveau de la deuxième rangée, Monsieur Zagré. Lui, c'est un apport. Oui, lui, c'est un apport. Hein. Ouais, Zakaria. C'est ça. Projet peut impacter au-delà donc de l'espace AES. Oui, d'abord, il faut dire qu'un projet qui doit impacter au-delà de l'AES, nous avons d'abord dit que l'espace AES, c'est un espace de l'ensemble des peuples. Ça, c'est un. Et même quand vous prenez la CEDEAO en termes de superficie, quand vous enlevez la superficie que couvrent les 3 pays de l'AES, il en reste combien? Et même en termes de population, c'est pas petit. L'essentiel est que au niveau de la région, de l'espace AES, les projets qui seront mis en œuvre soient fortement consolidés, que ce soit bénéfique à l'ensemble des peuples qui vont se déplacer sur cet espace, et au fur et à mesure qu'on va évoluer, ça permettra de voir venir. Je l'ai dit tantôt, nous sommes déjà à 2-3 ans d'action à travers ces 3 chefs d'État qui font face à des préoccupations qui sont posées sur des centaines d'années. Donc, si vous n'avez pas encore consolidé ce qui est déjà au niveau de l'espace AES, ce serait aussi hasardeux de vouloir dépasser cet espace pour aller vouloir agir ailleurs. L'essentiel est que ce qui sera fortifié sur l'espace AES appartienne à l'ensemble des peuples du monde. Et dès lors que vous arrivez sur l'espace AES, que ça donne goût, de sorte qu'à votre retour, vous soyez un ambassadeur de votre pays où vous allez loger, où vous êtes ressortissant, pour tenir des rencontres et mobiliser l'ensemble de vos frères et sœurs pour dire que ce qui se passe dans l'espace AES, c'est très bien. Et comme on dit que le vrai pouvoir est détenu par les peuples, c'est à ces peuples aussi de s'organiser. Bon, je n'ai pas dit de chasser quelqu'un, mais bon, si on peut aboutir à ça, c'est tout comme. Pour que ceux qui veulent venir aussi viennent, les portes ne sont pas fermées, on va apprécier. Il ne suffit pas de s'asseoir et regarder pour dire, espace AES, c'est bon. Les peuples sont libres, les projets avancent bien, qu'il faut courir et puis venir rentrer, comme c'est une maison sans porte. On va regarder entre les lignes. Voilà, parce que l'impérialisme aussi peut prendre beaucoup de formes. On ne va pas laisser n'importe qui venir comme ça et puis repartir. Alors, l'élément qui suit, je pense, c'est monsieur Fassouya. Voilà, tout à fait. À quand l'ouverture, c'est bien ça? Exactement. Voilà, tout à fait. Donc, c'est une structure qui est sous coupole, sous gestion du ministère de l'économie et des finances. Et vous savez très bien ce que j'apprécie aussi beaucoup au niveau du chef de l'État. Quand il amène un dossier au niveau du ministère, au niveau de conseil de ministres, quand c'est décidé, c'est qu'il y a un agenda qu'il applique sur son calepin à l'endroit de ce ministre.
Donc, je suis sûr que dans les 2 jours ou 2 mois à venir, vous allez commencer à voir les éléments de façon pratique sur le terrain. Quand un dossier n'est pas mieux, même dans la forme pratique, il n'amène pas ça à ce niveau. De toute façon, pour l'avoir côtoyé sur un certain nombre d'années, quand le conseil de ministre finit, il enlève son calepin, il dépose, il dit, bon, il a donné une orientation sur tel délai. Vous en êtes où? Pour faire le point. Et il vous dit clairement, il vous donne 1 semaine, si vous n'avancez pas, il va vous l'arracher et puis attribuer à quelqu'un d'autre. C'est comme ça il fonctionne. Donc, de ce point de vue, je suis sûr, dès lors que c'est adopté, le reste là, c'est en voie. Il n'y a pas de crainte. Alors, l'autre élément qui suit, c'est la synergie d'action. D'abord, M. Ouarmé qui a l'impression que c'est seulement au Burkina Faso que la commission bouge bien. Exactement. Et puis, à quand donc une commission des 3 pays? Tout à fait. Il faut d'abord féliciter RISA dans son ensemble mais aussi les autres organisations dans tout ce que vous faites pour l'éducation, la formation, la conscientisation de l'ensemble des militants du peuple. Et par rapport à cette préoccupation, il faut saluer les autres commissions des 2 autres pays. J'ai bien dit que les commissions sont mises en place. Par exemple, quand je prends le Mali, le premier responsable, c'est le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Et quand vous prenez le Niger, c'est un conseiller spécial diplomatique au niveau de la présidence qui est nommé comme président, donc qui est isolé pour gérer la commission. C'est vrai qu'on peut dire qu'à notre niveau, parce que comme vous êtes directement en contact avec nous, nous sommes en train de bousculer, et probablement qu'eux aussi bousculent. Et comme vous n'êtes pas en contact avec eux, vous ne pouvez pas savoir si ça bouge vite ou pas. Mais toujours est-il que vous savez que comme nous avons traversé beaucoup de péripéties dans notre pays, je pense même le général de Gaulle l'avait dit, que s'il y a un pays en Afrique de l'Ouest qu'il ne fallait pas armer, c'est la haute volta parce qu'on ne sait pas d'où tire l'énergie de ces enfants de ce pays. C'est des enfants, quand ils démarrent, c'est comme s'il n'y a plus de frein, ils vont jusqu'au bout. Donc quand nous démarrons, également, bon, le chef de l'État a appelé un VDP national qu'il a nommé comme président à la tête de cette commission. Il ne peut pas se faire enrôler comme VDP national et puis dormir. Et il a aussi dit que nous sommes en pleine révolution. Un pays qui est en guerre. Et même là où je suis en tant que président de la commission, si on m'appelait à la fin de l'émission pour dire que dans un village ou à quelque part, ça chauffe, on a besoin de moi, ma calache est dans le véhicule, moi je continue. Donc continuer qu'on doit bouger comme ça. Et ça devait être partout ainsi. Donc ça ne veut pas dire que la commission est une commission phare par rapport aux autres commissions. On doit agir en tandem pour avancer. Mais l'idée lumineuse que vous avez lancée, moi je compte sur le chef de l'État qui nous a mandaté, si les moyens et tout ce qui est logistique et siège sont en tout cas déployés au niveau de la commission, nous sommes prêts 24 heures sur 24 pour avancer. Peut-être même, j'ose vous surprendre en vous disant que si tout avait été réuni au niveau de la commission, aujourd'hui, à la fin de cette émission, vous allez me retrouver à la frontière, à quelque part, en train de vérifier des choses. Voilà pourquoi j'ai terminé à dire que c'est pas une commission de bureau. La commission a été créée, des gens ont été nommés, c'est pas pour aller s'asseoir sur des fauteuils au bureau. C'est une commission, c'est un travail de terrain. Et comme c'est un travail de terrain, nous, on attend tout simplement avancer. 24 heures sur 24. Et j'ai aussi dit que ce n'est pas parce que c'est une nouvelle commission que quelqu'un va appeler seulement, bon, j'ai besoin de tel poste. C'est pas pour venir remplir des CV. Dit, j'ai travaillé ici. Non, c'est pour faire face aux préoccupations qui ont été posées par les peuples. Donc, voilà la lecture qu'il faut avoir. Et je le félicite. En ce qui concerne la sortie de la CPI, ça aussi, il faut avoir le courage de le dire. Il faut dire la vérité. Parce que même quand on vient, prenons le cas de Gbagbo, du frère Gbagbo à côté. Il a été fait combien d'années à la CPI? Et même à la fin, quand on te libère, on dit, bon, rien n'est retenu pour toi. Ce sont eux qui ont préparé ta nourriture. Ce sont eux qui t'ont donné de l'eau à boire. Ce sont eux qui ont mis les climatiseurs en marche. Là où tu as dormi, tout le vent que tu as respiré. Peut-être qu'ils programment même ta mort quelques années après ta libération. Donc, on vient t'arrêter pour aller t'empoisonner, t'injecter des choses et puis te relâcher. Donc, on vient, on t'arrête et ils s'en vont t'utiliser comme ils veulent, ils te relâchent. Mais les États-Unis même qui sont là, et même bien d'autres pays là, ne sont pas de la même CPI. Pourquoi nous, on sera de nous CPI? Donc, si on est de la CPI et puis on constate qu'on veut fabriquer des choses pour venir embastiller les dirigeants, c'est pas qu'on a peur de comparaître devant qui que ce soit. Moi, je le dis, je le répète. Voilà pourquoi je parle en regardant nos chefs coutumiers qui sont assis. Voilà, pour que même si on vient, on nous arrête, on amène devant la CPI et qu'on soit capable sur place d'appeler des abeilles pour venir faire le travail. Donc, à la fin, il faut nous on vous regarde. Voilà, c'est pas une question de peur quand on dit on va sortir de la CPI. Voilà, mais il faut se dire la vérité. Voilà, si on voit là où on veut te traîner, aller
pour t'embastiller, il faut prendre les devants et puis dire merde, on a quoi à gagner. Donc voilà pourquoi j'ai tenu ce propos et je le réitère. Pas une question de peur. Voilà. Et en même temps, dire aux frères qui s'est inquiété que chaque fois on est en mission, est-ce qu'on va revenir? Effectivement, quand on tient ce propos, c'est pas pour être vu comme quelqu'un qui ne connaît pas la douceur de la vie, mais c'est pour dire pleinement la première façon de dompter ces missions et les assumer, c'est de mettre la mort entre parenthèses. Et l'essentiel, la mort, que tu l'appelles, elle viendra, tu l'appelles pas, elle viendra. Ce qu'il faut, c'est de mourir utile. Mourir utile parce que il y a, dans la vie, comme on le dit, il y a des gens qui peuvent décider de mourir autrement. Ça veut dire, il a décidé de mettre croix sur tout idéal, de vivre, de manger, de boire, et ne répondre à aucun idéal. C'est une autre forme de mort. Je pense, Nelson Mandela a dit que la meilleure façon de vivre utile, c'est d'avoir un idéal pour lequel on est prêt à donner sa vie. Et l'idéal pour lequel on est prêt à donner sa vie, c'est la défense ferme de la souveraineté de notre peuple. Si nous partons en mission et qu'on revient, c'est tant mieux, c'est ce qu'on souhaite, mais on ne doit pas avoir peur d'embrasser une mission parce qu'à la fin de cette mission, on peut y perdre la vie. Et il y a des gens qui sont au cimetière, notre vie n'est pas au-dessus de leur vie. Et comme on prie sur les mannes de nos ancêtres et Dieu, qu'il nous accompagne de sorte que là où on met le pied, même si c'est sur des braises, que ces braises deviennent de la glace. Mais maintenant, si ça ne devient pas de la glace et qu'on y reste, l'essentiel est qu'il y ait des gens qui soient capables de tenir le flambeau et de poursuivre le combat. C'est ça notre discours. Merci bien pour le souci. Et au niveau, oui, aide-moi avec l'élément qui suit. Oui, Monsieur Sawadogo Delwende, qui dit qu'à chaque fois qu'il entre dans une pharmacie, il voit des produits d'origine étrangère. Il souhaite à quand donc des produits pharmaceutiques d'origine burkinabé ou de l'espace AES? Oui, je pense que le chef de l'État a donné des orientations fermes. Vous avez vu le ministre de la Santé qui a inauguré, je pense, ça fait maintenant 4 ou 6 mois. Il est passé dans les différents hôpitaux pour lancer officiellement la prise de place de nos représentants de la pharmacopée dans certaines maisons de ces hôpitaux. Donc, c'est petit à petit que nous allons avancer. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des freins. Hein. Il y aura des freins. Et comme je l'ai dit à l'introduction, si on ne prend pas le taureau par les cornes, on va venir nous vacciner avec du n'importe quoi. Et même la question de stériliser ou bien de rendre infertiles nos populations, tous ceux qui se promènent dans les quartiers et autres, on ne sait pas ce qu'ils amènent comme produit. Nous avons intérêt à ouvrir l'œil. Donc, il a donné des instructions. Vous avez vu comment on nous a embastillés durant des années. Et tout ce qui devait venir de la pharmacopée, on dit non, il ne faut pas toucher. Bon, c'est des choses qui viennent du diable, ce n'est pas dosé, parce que c'est eux qui savaient où on partait. Donc, aujourd'hui, ce sont des plantes qui sont utilisées. C'est avéré que ça peut soigner un certain nombre de produits. Donc, le chef de l'État a donné des instructions pour qu'il n'y ait pas une barrière étanche entre nos produits qui sont utilisés et les produits qui sont importés. C'est pour pouvoir nous adapter au fur et à mesure et mettre une croix officielle sur certains produits qui sont importés si nous ne connaissons pas la source ou que nous ne connaissons pas la composition. Il ne faut pas venir nous donner des vaccins en disant ça lutte contre telle maladie, on ne connaît pas la composition, on ne connaît pas l'origine, on ne connaît pas des objectifs, on commence à avaler. C'est contre cela que nous allons lutter et c'est déjà engagé au niveau du chef de l'État. Oui, l'autre préoccupation qui suit. Alors, pourquoi pas le service militaire obligatoire pour les étudiants? Oui, je pense que on a déjà pris un décret à l'endroit d'abord des fonctionnaires. Beaucoup sont engagés comme des VDP. C'est une réflexion globale dans le curricula qui doit être appliqué au niveau du système éducatif. Je comprends qu'il veut dire que les étudiants sont grands, il faut commencer par là-bas. Et comme tout se tient en temps opportun, les 3 ministres, avec la réflexion, quand elle sera mûrie et validée par le chef de l'État, on saurait exactement par où commencer. Alors, pas pour négliger le côté supérieur, eux, ils sont déjà des produits qui peuvent déjà être déployés sur le terrain, mais comprenez que les logiciels, tels que ça a été placé, quand vous attrapez l'enfant dès le départ, ce que vous installez dans le cerveau à un niveau donné, on ne peut plus changer. Voilà, il est difficile de rectifier un bois qui est déjà sec. Mais vous avez vu même sur les réseaux un élément qui a circulé avec un enfant, je me demande même s'il valait les 5 ans, qui était couché sur son matelas, il pleurait. Quand il a entendu l'hymne national de son pays, il s'est levé, il a arrêté de pleurer et puis il a tapé « Gardez-vous ». Quand l'hymne national est terminé, il s'est couché sur son matelas, il a continué à pleurer. Voilà, donc c'est ce qu'on veut aussi au niveau de ces enfants.
Donc, quand le système sera prêt, que ce soit au niveau de la maternelle ou au niveau universitaire, l'essentiel est que les objectifs que nous visons là soient véritablement atteints. Vous prenez le niveau de la Suisse, vous arrivez, vous marchez, c'est très rare de rencontrer des gens qui sont en tenue, et pourtant, tous ceux qui sont des citoyens suisses, ce sont des gens qui sont tous armés. On te suit depuis l'école primaire, à partir de 18 ans, tu reviens chaque année faire 2 à 3 mois dans un centre militaire pour vérifier tes potentialités. Et il y a des études qui suivent chacun. Quand on constate que tu as des troubles mentaux et autres, on ne te permet pas de garder l'arme. Mais tous ceux qui ont été attestés, qui peuvent garder l'arme sans problème, ils ont leur arme. C'est pour dire si on se lève un midi et puis on sonne la mobilisation générale, et partout chacun sait ce qu'il doit faire. C'est ce qu'on veut également que ça arrive au Burkina Faso. Et je suis sûr qu'avec les orientations données par le chef de l'État, on va aboutir à travers les curricula scolaires qui seront mis en place. Oui. Alors, toujours M. Delwende qui souhaite donc la contribution du président pour la traduction d'un document qui est écrit en anglais, la traduction donc en français. Oui, je salue le fait qu'il ait rappelé ce document. C'est de réunir l'ensemble des éléments sur ce document et qu'il a produit afin de voir quel type de transformation qu'on peut faire là-dessus. Parce qu'un document, quand il a un auteur, peut-être que c'est encadré par un certain nombre d'éléments. Comme on a aussi des spécialistes dans ce domaine, on peut réfléchir, rentrer en contact avec l'intéressé, et s'il donne son accord, je pense qu'il ne manque pas des capacités nécessaires de le faire. Pour prendre le dernier exemple, vous voyez la publication que j'ai eu à faire par rapport à la sortie du général Lenga, en interpellant l'Institut qui a quitté les États-Unis, fédéré la diaspora à travers le monde entier, plus de 200 personnes qui sont venues voir le chef de l'État. Quand je les ai interpellés pour dire de prendre position par rapport à la sortie de ce général Lenga, ce sont eux-mêmes qui ont traduit le message que j'ai diffusé en français, ce sont eux qui ont traduit ça en anglais et qui m'ont renvoyé. Donc, vous voyez que un institut pareil, si on les contacte avec un tel document, ça sera rapidement fait. Donc, c'est de s'entourer de tous les garde-fous nécessaires pour voir quel est l'auteur, quelles sont les conditions afin de les réunir et puis le faire. Et je profite féliciter l'intéressé qui a évoqué cet aspect qui est assez important. Merci donc à M. Delwende Sawadogo, qui est donc un enseignant d'anglais. Alors, la question de Bationo Bazombier, qui souhaite quelle stratégie pour l'harmonisation au sein de l'espace AES, l'harmonisation donc de l'hydrocarbure énergétique pour permettre donc au peuple des 3 pays, parce que quand on prend au niveau du Niger, c'est plus facile, au Burkina Faso, un tout petit peu difficile. Oui, il a parfaitement raison, mais si vous regardez rien qu'hier, la zone de Gao, comment ça a été ravitaillé en carburant à partir du Niger, c'est petit à petit. Nous avançons tout doucement et je comprends bien que même le chef de l'État, quand il est arrivé, les quelques moments que j'ai passés autour de lui, ça aussi c'est des questions stratégiques qu'on n'évoque pas. Et sous les régimes précédents, il y a des soutes même de détention de carburant que les gens n'avaient pas osé faire. Mais quand lui, il est arrivé, en moins de quelques mois, il a donné des instructions. Ça a été fait. On est en train d'avancer. C'est pas évident que d'ici là même, vous n'allez pas voir peut-être le boulevard Thomas Sankara soit transformé en aérodrome, qui est capable de recevoir des appareils volants, descendre et puis décoller. Donc, on ne dit pas tout, on avance. Et je suis sûr que, comme déjà le Niger est producteur, le Mali déjà est sur la bonne voie, le Burkina d'ici là, ça va commencer. En tout cas, ceux qui croyaient qu'on allait être à genoux, pour montrer que nous sommes en train d'avancer, les gens avaient dit qu'on n'allait même pas tenir 6 mois. Ça fait combien d'années? Donc, avançons tout doucement. Ce sont des préoccupations assez nodales que vous soulevez. Je suis sûr que la réflexion sur cette question-là avance. Moi, en tout cas, avec sérénité, je vous dis oui, ça va venir. D'accord. Oui. Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire, en octobre prochain, aura ses élections présidentielles. Quel est le candidat de l'AES? Le candidat de l'AES, c'est le peuple ivoirien. C'est le peuple ivoirien. J'ai dit tantôt que le pouvoir appartient au peuple. Et l'AES est un espace qui appartient également au peuple ivoirien. Et nous savons qu'un peuple décidé et engagé n'a jamais menti dans son histoire. Il lui appartient de s'assumer. Et je suis sûr qu'il s'assumera dans le bon sens. Toujours est-il que le peuple burkinabé, le peuple aéusien est solidaire au peuple frère ivoirien. Mais que Dieu et les membres des ancêtres puissent véritablement leur ouvrir les portes du courage, de l'engagement, de la détermination, de l'intégrité et de l'honneur. Et je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Alors, il y a
Aïssata Ilboudo qui a posé 4 questions. Je propose de commencer par la dernière. Comment valoriser la compétence féminine donc au sein de votre confédération? Alors, c'est pour lui dire courageusement que il ne faudrait pas que on continue de donner l'impression que les femmes ne sont pas compétentes. Les femmes sont très bien compétentes. Probablement que la façon d'éduquer nos enfants n'ont pas mis au devant les femmes en disant que dans les familles, c'est les garçons qu'il fallait scolariser. Ça fait qu'on est tout à fait conscient qu'en termes de pourcentage de ceux qui ont été scolarisés au niveau féminin, ce pourcentage est très bas, mais c'est des préoccupations qu'il faut soulever, et relever et faire face à cela. Mais cela ne veut pas dire que même ce pourcentage faible ne regorge pas de femmes assez compétentes. C'est ce qui fait que le chef de l'État a eu à dire, on a quand même faire attention à aller au-delà des diplômes. Aller au-delà des diplômes, et ça devait être dans tout le sens, dans tous les sens. Ça veut dire même au niveau militaire, au niveau professoral, on doit aller au niveau des diplômes et voir la personne sociale que nous avons en face, quel niveau d'éducation pratique elle a pour mettre au service de son pays. C'est pour dire, c'est pas étonnant que dans 5 ans, 10 ans, on ne se retrouve pas avec des généraux dans nos armées qui n'ont jamais été à l'école. Hein. Si tu es capable de sortir et puis aller déterrer des mines explosives avec tes mains sans avoir fait une école de guerre, tu as fait une école de guerre. Moi, si Yoro était en vie aujourd'hui, connaissant le chef de l'État, c'est pas évident qu'un jour on n'allait pas le retrouver à un grade de commandant ou colonel. C'est dans ce sens qu'on va aller. Donc, c'est pour dire qu'on a des femmes aussi compétentes. Mais maintenant, ces femmes qui sont compétentes, il ne faudrait pas les accompagner parce que la politique est venue tout saccager, en donnant l'impression que même si elles ne sont pas compétentes, il faut les prendre pour remplir des postes. Pas du tout. Et de toute façon, vous voyez bien que dans nos contrées, et même nous hommes là, garçons, quand on se réunit autour d'une question, on n'arrive pas à trouver la solution. On dit oui, bon, on va se retrouver demain parce que la nuit porte conseil. Oh, c'est pour aller consulter madame. On revient demain, on pose la préoccupation et dit on a trouvé la solution. Donc, elles sont compétentes. Ne vous mettez pas en arrière. C'est vrai que les 3 vice-présidents et le président, pour le moment, il n'y a pas de femmes à l'intérieur. Mais au niveau du personnel qui nous accompagne, il y a bel et bien des dames qui nous accompagnent. Donc, soyez très bien rassurés que quand je regarde mes 3 vice-présidents et puis on n'a pas une solution, en tout cas, on consulte à quelque part. Mais on ne va pas vous dire pour ne pas exposer nos... Voilà. Voilà donc bien dit. Monsieur le Président, des structures qui soutiennent l'AES qui viennent, qui naissent comme des champions, est-ce qu'il y a une stratégie de recadrage? Il y a bel et bien une stratégie de recadrage. Et je tiens à féliciter l'intéressé qui a posé la question et en même temps, je lance un appel. C'est vrai qu'on peut tenir un discours, c'est pas pour vexer les gens, c'est pour être très sincère. Un révolutionnaire doit être véridique et sincère. Vous avez vu ma sortie la fois passée où j'ai dit de faire attention que des structures sont infiltrées. Et quand on le dit, c'est pas qu'on n'aime pas X, qu'on n'aime pas Y. Si on construit sur du faux, ça va s'écrouler. Si on bâtit sur du faux, ça va s'écrouler. Il faut des piliers fondamentaux, assez solides. Et ces piliers fondamentaux et solides-là, c'est à partir de la ressource humaine. Et la ressource humaine, c'est dans toutes les articulations. Mais justement, ceux qui s'en prennent à nos pays, qui veulent assassiner nos chefs d'État, qu'on le veuille ou pas, même à l'instant où nous sommes en train d'échanger ici, ils sont dans leur laboratoire. Ils connaissent la façon d'agir, ils connaissent les articulations, nos façons de penser, par quel bout il faut attraper telle et telle entité sociale pour pénétrer le système et agir. Parce que s'il n'y avait pas un espoir que ces bandits étrangers, s'ils ne savaient pas que notre système était gangréné, était infiltré, ils allaient perdre espoir et arrêter de tenter. Mais quand vous voyez qu'ils ont le courage de poursuivre, c'est parce qu'ils ont des morceaux internes qui n'ont pas encore été détectés. Et quand on parle comme ça, c'est pas pour vexer quelqu'un, et on le dit. Et de la même façon que nous disons que toutes ces associations, il faut qu'on fasse attention et qu'on soit très vigilant, je ne dis pas ce propos à l'endroit seulement de ces associations. Je le dis jusqu'à l'Assemblée, je le dis jusqu'au gouvernement, je le dis jusqu'aux institutions, y compris moi-même, on doit ouvrir l'œil. Et je dis qu'un poste de responsabilité où le chef de l'État t'appelle, voilà justement pourquoi je parle de mort, où le chef de l'État t'appelle et il te dit, tu dois agir ici, c'est un poste de combat. Et comme c'est un poste de combat, tu dois être prêt à tout moment à faire face à toute situation. Ça veut dire en commençant par quoi? À être correct, à être fidèle, à être franc, à être intègre, à être un homme d'honneur. Pour dire quoi? Si le chef d'État t'appelle par rapport à une situation, tu dois avoir le courage de lui dire la vérité. Tu dois avoir le courage de lui être fidèle et sincère.
Il ne faudrait pas que devant lui, il dise des choses, vous applaudissez, vous notez les missions et vous repartez ailleurs. Ce sont des calculatrices pour voir à la fin de la transition comment je vais me faire élire pour devenir député. C'est que tu es un traître. Le terme est clair, hein? Tu es un traître. Donc quand on le dit comme ça, voilà pourquoi aussi ma sortie passée, je dis qu'on ne doit pas être dans des instants aujourd'hui de parler d'élections dans l'espace AES. Là, il faut qu'on le dise. Pourquoi? Parce que la démocratie aujourd'hui, on ne peut pas fonder une démocratie sur la base de nos valeurs si on ne refonde pas les fondamentaux de notre société. D'où nous venons. Qu'est-ce qu'on a? En Côte d'Ivoire, ici, il y a eu élection, non? Mais on a même dit que c'est Gbagbo qui a gagné. Mais regardez ce qui s'est passé. Mais des gens qui sont en train de vous attaquer via le terrorisme, qui disent que comme ils n'arrivent pas par le terrorisme, ils veulent créer une rébellion. Et vous, vous allez jouer à l'enfant, aller à une question d'élection. C'est une porte ouverte légale à dire, même si je perds les élections, tu me donnes la possibilité d'aller en rébellion pour dire, je suis contre les résultats. Donc, mais si on maintient, on construit le pays, les fondamentaux sont faits, à un moment donné qu'on veut ouvrir, mais cette démocratie-là, à laquelle on doit aller, ça sera sur la base de nos fondamentaux. Au lieu de jurer sur une paperasse, voilà, le canari est là avec son contenu. C'est toi qui as été élu, tu as fait élection, tu as dit tu veux. Bon, c'est pas un gris-gris, c'est la terre sainte qu'on a ramassée, on a mis dans le canari. Viens, tu prends l'engagement, c'est moi, j'ai été élu, c'est pour défendre mon pays. Si je trahis le pays, les ancêtres, haya, 3 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on ne fait pas ça? Donc, tant qu'on ne va pas mûrir tous ces éléments-là, il ne faut pas ouvrir des portes pour aller jurer encore sur de la paperasse. Là, on le dit way fort. Et voilà pourquoi aussi on dit que la mission qu'on est en train d'embrasser là, c'est une mission périlleuse. Voilà pourquoi on dit qu'il faut l'embrasser avec tout le courage, quels que soient les résultats, il faut que les résultats répondent présents. Et tu sais que tu es en train d'embrasser un danger. Donc, ces structures, vous avez vu le ministre de l'administration qui a même pris un communiqué pour suspendre une structure qui avait déjà commencé à mettre des représentants dans les régions et autres. Ça veut dire qu'il faut, ça nous interpelle à regarder entre les lignes. Celui qui vient là, c'est qui? Il ne faut pas être à la tête, par exemple, d'une association. Vous dites, vous défendez le chef de l'État, sa vision. Vous êtes révolutionnaire. Mais vous passez, par exemple, dans l'ombre pour aller voir tel est responsable d'institution, tel est responsable d'organisme, pour mentir. Et dire, bon, moi, je suis le responsable de telle association. Si tu ne fais pas ça, je suis en contact avec tel commandant ou bien tel colonel. En tout cas, non, ça, tu n'es pas un défenseur. Tu es un traître. On doit analyser entre les lignes et faire en sorte, voilà pourquoi la proposition qu'on va faire au chef de l'État, s'il y a un texte qui doit être pris pour une organisation, il faudrait que ce soit suite à une question d'étude de moralité. D'où vient l'intéressé? Qu'est-ce qu'il fait? Il répond de qui? Parce qu'on peut empêcher un acteur politicien de parler haut et fort, mais les gens ont beaucoup de cordes dans leur sac. Hein? Vous l'avez empêché ici, là. Il va aller passer ailleurs, trouver un récépissé pour que les gens agissent. Il attend le tournant décisif pour vous démontrer que ce n'était pas un acteur qui vous accompagnait. Tout ça, c'est un pays de savane. C'est pas qu'on est contre quelqu'un, ça aussi c'est la vérité. On n'a pas dit que tous les politiciens sont mauvais. Il y a des gens qui sont de très bonne foi. Mais attention, ayons le courage ici de savoir que quand c'est comme ça, il y a des loups aujourd'hui qui sont dans des pots de bélier. Et il faut avoir un regard, avoir un bon sable pour mieux les voir. Si on les voit là, il faut les détecter et puis les mettre de côté. Oui, ce qui suit, c'est quoi? D'accord. Alors, le respect de la bonne gouvernance, les valeurs fondamentales sont-ils également en ligne de mire, Monsieur le Président? Ah oui, c'est en ligne de mire. Et ça rejoint le propos que je viens de tenir. Et ça tient à la qualité de la ressource humaine. Si on veut avoir une confédération solide, si on veut avoir une fédération solide et exemplaire qui va tenir dans le temps, c'est la qualité de la ressource humaine. Et ça tient encore au curriculum du système éducatif. Ça tient encore au retour à nos valeurs par l'initiation. Faire en sorte que nous soyons véritablement des hommes de valeur, des hommes de parole, des hommes d'engagement, d'honneur et d'intégrité. C'est ça qui va permettre véritablement d'aller vers la bonne gouvernance. Pourquoi? C'est très facile de venir m'arrêter au moment où on monte le drapeau. Je chante l'hymne national. Et puis, à la fin, je lève le poing gauche, la patrie ou la mort. Et je rentre dans le bureau, tout le bic que je prends pour signer là, c'est contre mon pays. Et même le téléphone que je décroche là, je téléphone avec un ennemi du pays pour lui donner la position de l'armée et ainsi de suite. Et pourtant, dehors, c'est moi qui disais la patrie ou la mort. Ça renferme quoi? Donc, voilà pourquoi je dis il faut rentrer dans les valeurs intrinsèques. Et que les gens jurent. Ce soir, ils doivent jurer. Parce que même si tu rentres dans les toilettes
en ce moment pour parler à l'ennemi, tu crois qu'on ne te voit pas, mais les ancêtres, eux, ils te voient. La terre te voit, puisque c'est sur elle qui a arrêté pour parler. Elle va te poser des questions. Donc, de ce point de vue, les questions de bonne gouvernance, les questions d'honneur, les questions d'intégrité, c'est dans la ressource humaine. C'est pas pour zéro, on nous appelle pays des hommes intègres. Mais ça doit pas être un mot vide. Pays des hommes intègres, il faut qu'à l'intérieur, nous remettons l'homme au centre de tout. Vous allez remarquer aujourd'hui, ce qui a saccagé même la quiétude, l'équilibre dans nos contrées, les villages, c'est quoi? C'est le fait que tout ça là s'est perdu. Vous arrivez, on appelle le politicien qui n'a pas un représentant, il arrive, il trouve que le chef traditionnel qui est là, lui, il ne peut pas le manipuler comme il veut, il appelle quelqu'un d'autre, il crée un autre chef traditionnel, il va au marché, il lui paye un chapeau. Dans le village d'office, on a 2 chefs parce que lui, il veut l'utiliser. Voilà pourquoi nous disons, tu vas au village, le chef traditionnel que tu vas saluer là, il n'a qu'à t'amener là où il parle aux ancêtres. Si tu as de l'argent à lui donner, il dépose. Si l'argent est propre, c'est lui qui a amené. Si c'est sale et que le chef aussi prend, bon, les ancêtres l'appellent pour le questionner. En ce moment, on dit qu'il s'est évanoui. S'il s'est relevé, il est revenu, il s'était évanoui. S'il n'est pas revenu, nous, on va creuser au cimetière. Ça veut dire qu'il a déconné. Puis on part. Voilà. Donc, je termine par là pour la question de la bonne gouvernance. C'est tout un chacun de nous aussi. Il faut interpeller. Vous me permettez d'insister sur ce dernier élément. Il faut interpeller. Parce que des moments, la population et la communauté, c'est vous aussi qui mettez mal à l'aise souvent les dirigeants et puis ils vont dans le décor. Le chef de l'État m'a appelé pour une mission. S'il m'appelle pour une mission, c'est pas pour faire des faveurs à une communauté précise. Je prends un exemple. On te nomme ministre de la fonction publique, ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont Bissa, tous ceux qui sont Gurunsi, tous ceux qui sont Yatse, il faut faire des mouta dans les concours pour qu'ils... Non. On m'a appelé pour que chaque orphelin ait droit à la parole. Pas du hasard. Donc, faut pas le mettre sous pression. Donc, si vous dites non, voilà, depuis qu'il était ministre, moi, il m'a pas pris, il m'a pas trouvé travail. Non. On gère pas un pays comme ça. Donc, de ce point de vue, je dois pas aussi, si je dois donner des marchés à des gens pour aller exécuter, il ne faudrait pas regarder, bon, c'est des accointances. Même si l'intéressé est compétent encore, c'est mieux. Mais il faut pas doubler de la médiocrité. Donc, c'est ça aussi la transparence. Et il faudrait que le peuple ait son mot à dire. Vous êtes au courant de tout. Si Bassoma fait du libre, du mouta, et du pilimpabe, il faut lui dire que ça ne doit pas se faire. Donc, je m'arrête là. L'avant-dernière question, toujours de Aïssata Ilboudo. C'est vrai qu'aujourd'hui, les peuples des 3 pays sont unis à travers des actions. Il y a la CPAUS qui est là, mais aujourd'hui, qu'est-ce que la Confédération veut faire ou doit faire pour unifier donc les actions au sein des 3 peuples? Je pense que ce qui est déjà fait au niveau de la CPAUS, et bien, même des autres structures, la CNAVC, quand elle a des activités, elle invite l'ensemble des peuples frères, c'est une très bonne chose. Il faut les féliciter à poursuivre. Et je les invite dans cette période à intensifier les contacts qu'ils ont avec les autres peuples. Pourquoi? Vous avez vu, par exemple, au niveau du Niger, il est question de langue, ça commence à monter un peu. Il faudrait échanger entre vous pour permettre la sérénité de part et d'autre, afin que les présidents puissent avoir la quiétude et poursuivre la mise en œuvre de ce qui doit être fait. Et justement, voilà pourquoi aussi dans mon introduction, j'ai dit que l'une des premières des actions que la Commission doit mettre en œuvre, c'est de sonner un forum entre les 3 pays au niveau des secteurs informels. Le secteur informel du Niger, celui du Mali, celui du Burkina, parce que quand tu regardes la population, même dans le domaine économique, c'est plus de 50% de ses représentants. Si eux, ils arrivent à parler de la même voix, dès lors que les peuples s'interpénètrent et qu'ils parlent de la même voix, ça devient un seul peuple sur un seul espace pour un même destin. La dernière question est de Prisca officiel. Aujourd'hui, comment comptez-vous protéger les dirigeants de l'AES? La protection des dirigeants de l'AES, ça vient d'être démontré par le peuple le 30 avril. Je l'ai dit et répété, c'est vrai, je félicite la FDS, tous ceux qui portent la tenue. J'ai aussi tantôt dit qu'une bouche, elle parle bien quand la nuque est bien protégée. Il n'y a pas de meilleure protection d'un président que la mobilisation de son peuple. Il n'y en a pas. Si vous voulez, il faut monter, il faut descendre tant que le peuple n'est pas mobilisé. Pour t'accompagner et te suivre, tu peux te réveiller douloureusement un matin. Donc, c'est en même temps, vous qui applaudissez l'action du chef de l'État, à travers toutes les articulations populaires,
vous avez le vrai pouvoir de protection des différents chefs d'État. J'insiste et je persiste. Ce sont les peuples. Si ce peuple n'était pas mobilisé, si ce peuple ne dormait pas à des ronds-points, je ne dis pas que les FDN ne faisaient pas quelque chose. Aujourd'hui, le chef de l'État n'était pas là. Mais en même temps que les gens se sont mobilisés à travers le monde, le 30 avril que nous applaudissons, c'est un message qui est envoyé. Attention, il ne faudrait pas que nous dirigeants, on s'assoit, on applaudit, oui, les peuples se sont mobilisés, on est content, la bataille sera très rude. C'est en même temps un message que l'ensemble des peuples nous envoie de marcher droit, de marcher transparent, de marcher intégrité, de ne pas trahir le chef de l'État. C'est ce que aussi ça veut dire. Ce n'est pas venir à la place de la nation, oui, il y a plein de monde, on applaudit, on a vu pas seulement, pour aller faire autre chose. Non. C'est un appel pour dire, Haya, vous accompagnez le chef de l'État, le peuple vous regarde. Si quelque chose arrive, Haya. Bon, et comme ils ont applaudi, ils ont compris, je m'arrête là, félicitations à vous. Merci donc à vous pour les différentes questions et merci aussi, Président, pour les réponses apportées aux questions. On aimerait quand même continuer. Vous l'aviez dit, si on allait continuer, on va passer toute la journée ici. Mais c'est un temps qui est imparti et on a largement dépassé ce temps. Merci pour les différentes réponses. Je retourne donc le micro à Serge Magoula Dabira. Merci, Simon Wissou. Et c'est ça, le grand miroir, des questions pertinentes et des réponses sans langue de bois. Bon, Monsieur le Président, avant de vous laisser partir, quand vous vous levez le matin et que vous regardez votre petit miroir, qu'est-ce que vous vous dites et que vous avez envie de partager avec l'ensemble des Haïtiens? Quand je me lève le matin, je me tiens debout. Le premier élément qui vient en tête, c'est un remerciement aux mains de mes ancêtres et Dieu de me tenir debout. Et en même temps, je leur demande que l'énergie de la journée que je dois déployer soit au service du peuple haïtien. Et troisième élément, je prends et je renouvelle toujours l'engagement. Que quel que soit là où je serai, si le chef de l'État qui a décidé de griller sa jeunesse dans un fourneau de braise pour servir ce même peuple, c'est pas moi qui ai dépassé l'expérience de vie dont je vis. Tout ce que je respire, c'est du bonus. Je dois pas être disponible à ses côtés. Donc voilà pourquoi je suis venu. Merci. Merci, Monsieur le Président de la Commission nationale de la Confédération. Afrique nouvelle et souveraine.